Et bonjour tout le monde et bienvenue dans le Fougou, le podcast magique un peu piquant. Aujourd'hui, c'est le 26e épisode et comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Vincent, aujourd'hui, on a un invité. Un invité, alors pas mystère parce que vous l'aurez vu sur la jaquette, mais on a celui qu'on a présenté comme le Géo trouve-tout de la magie. On a David Ethan avec nous. Bonsoir David. Bonsoir à tous, enchanté d'être parmi vous. Alors, on te reçoit avec nous et en fait, c'est un épisode, comme souvent quand on reçoit des invités, qu'on a un petit peu préparé et qu'on va beaucoup improviser parce que comme d'habitude, ça ne se passe jamais comme on veut quand on a des invités avec nous. Ce soir, on va parler de plusieurs choses. La première, et c'est un tour de Alexander Herman qui s'appelle Ultimate Free Choice. Alors, Alexander Herman, c'est pas le magicien français, c'est le magicien allemand, encore vivant, parce que le français, lui, est mort. Ensuite, on parlera de toi, David, puisque on va parler un peu de ton actualité, de ce que tu as fait, et aussi de ce que tu as fait avant. Ensuite, on enchaînera avec le tour d'Olivier qui s'appelle Loki, un tour, comme son nom l'indique, qui se passe avec des clés, même si l'orthographe n'est pas la bonne sur la jaquette. Et enfin, on terminera avec ta sélection, David, qui est la conférence de Gabriel Verlaine, la conférence Penguin, qui est sortie en février dernier et qui est déjà un carton intersidéral. Eh ben, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec Ultimate Free Choice de Alexander Herman. Et je vous propose de vous faire un peu le pitch de ce tour. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un tour qui commence par on va dire une boutade qui est de dire à un spectateur, on ne va pas choisir 52 cartes, on va éliminer en fait 51 cartes d'un jeu. Il en restera une à la fin, celle qu'on a pas choisie. Et cette carte, on l'aura prédite. Alors, il y a plusieurs possibilités différentes, mais celle qui est présentée en principal, c'est une prédiction à la poche. Donc, en gros, le magicien annonce dès le début et il montre, et ça c'est un point important pour la suite, il montre la poche dans laquelle il a sa prédiction, ce qui évite les sorties avec plusieurs sorties possibles. Et donc, il commence le tour en proposant à un spectateur de pointer une carte du doigt dans un étalement. Il retire cette carte et il dit on va faire ça 51 fois. Bien sûr, c'est une blague. En fait, il y a une procédure d'élimination qui est extrêmement libre. La personne va pouvoir choisir des paquets de cartes, éliminer des cartes par groupe, plus ou moins grands, de plusieurs façons, de manière à ce que, à la fin, il ne reste qu'une seule carte sur la table. Et lorsqu'il retourne cette carte, il va pouvoir sortir de sa poche sa prédiction. Et au moment où il sort sa prédiction de sa poche, parce qu'il y a un petit twist, on aperçoit plusieurs cartes à l'intérieur de sa poche. Donc, il s'empresse, le magicien, de ranger les cartes dans sa poche et de n'en sortir qu'une seule, qui matche avec la prédiction, ce qui, pour tout le monde, est un gag, puisque forcément, il a plein de cartes dans sa poche, donc il a plusieurs sorties possibles. Il sort les cartes restantes, et finalement, toutes les cartes sont identiques à la carte qui reste. Bien entendu, ça fonctionne. Donc c'est un tour que j'ai mis ici parce que, et je pense que ça va être quelque chose dont on reparlera avec Loki notamment, c'est un tour que j'ai aimé dans sa présentation. J'ai aimé l'idée de ne pas faire choisir 51 cartes sur 52. J'ai aimé l'idée du gag à la fin avec une prédiction multiple qui finalement n'en est qu'une seule, qui est un classique en mentalisme qu'on a déjà vu avec les dessins mélangés, enfin les dessins coloriés. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu dubitatif. J'ai hésité entre être content de m'être fait berner et être énervé de m'être fait berner. Parce que la solution est particulièrement troublante. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Et c'est ce qui reste à la fin. C'est est-ce qu'on prend du plaisir à le présenter et est-ce que les gens prennent du plaisir à le voir. Et ça, pour le coup, je trouve que la mission est remplie. C'est-à-dire que c'est un tour qui est très agréable à présenter parce qu'il est extrêmement simple, très très facile. Mais par contre, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut ça? Est-ce que finalement, ça vaut le fait d'être vendu comme ça? Déjà, ça vaut combien?
effectivement, il faut le dire, ça vaut entre 30 et 35 euros, ça dépend de la boutique en fait, hein. C'est pas un tour qui est très cher. Mais la question, c'est finalement, est-ce que c'était pas quelque chose qui aurait dû être dans un livre? Ou un téléchargement. Ou un téléchargement, en fait, une raison d'être sous forme d'une boîte, d'un packaging avec tout ça, en fait. Pour être totalement concret, Mm. bon, il y a l'explication vidéo, c'est sûr, mais en termes de matériel, on reçoit un jeu, on reçoit une carte, 2 cartes ou plusieurs cartes? Qu'est-ce qu'on En fait, reçoit? on reçoit 2 cartes différentes et Ouais. 5 duplicata de ces 2 cartes. Donc on reçoit finalement 12 cartes, d'accord? Qui Mmh. sont 6 fois 2 sets de 6 cartes identiques. Et on a aussi une enveloppe avec 2 sorties pour on va dire, une fin alternative qui n'est pas une fin à la poche, mais une fin à l'enveloppe pour les gens qui préféreraient fin à l'enveloppe. Voilà. Et c'est tout. Pour le prix, ils auraient pu au moins donner peut-être un jeu complet en plus. C'est une bonne question, c'est quand même assez difficile de se prononcer. Alors par contre, moi, il y a une chose qui m'a intéressé parce qu'au-delà du fait que tu fais choisir une carte par élimination, alors j'aime bien le côté un peu, je vais dire un peu à la Tamaris où on fait des mouvements pas très propres, on écarte les cartes avec les mains, c'est un peu la pagaille, j'ai l'impression. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont reproché le fait que tu aies des cartes dans la poche et que, alors c'est un gag ou pas un gag, mais ça peut même aller plus loin dans l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que à la fin, il dit lui-même, j'ai fait ce tour plusieurs fois et à chaque fois, les spectateurs choisissent cette carte. Mhm. Même si ça reste que c'est pas matériel, parce qu'on peut pas le vérifier, mais dans l'esprit des spectateurs, ah, il l'a fait plusieurs fois et c'est toujours la même qui sort. Oui, effectivement, c'est une prédiction, une espèce de prédiction éternelle, en fait. C'est toujours la même prédiction. Alors, le risque, c'est quand même qu'il y a 2 sorties différentes. Donc, si tu le fais à un même spectateur, il y a forcément un truc sur le fait que c'est pas la même sortie à chaque fois. Donc, là, ton discours peut être un peu compliqué. Et dans les faits, alors, sans trahir grand-chose, on a quand même une part du tour qui n'est pas reproductible 2 fois à la même personne parce que t'es dans... Et d'ailleurs, ça va avec le sujet du soir. On sait que Gabriel, il est très axé là-dessus. On est sur une équivoque et du coup, une équivoque, ça crée toujours un problème de reproductibilité du tour. Moi, mais il n'y a pas de raison de le reproduire étant donné que l'effet de surprise étant passé, je crois pas que ce soit un tour que tu veuilles refaire à la même personne, non? On ne fait jamais 2 fois le même tour, Normalement. Déjà, on normalement. ne fait jamais 2 fois le même tour, mais c'est un sujet. Alors, c'est un sujet qui se pose pour des gens qui sont pas des magiciens professionnels. Moi, je suis pas un magicien professionnel. Je ne pratique pas la magie dans un but professionnel, et donc mon public, il est toujours le même, si tu veux. C'est Ils en euh, ont marre. alors, si Ça, c'était c'est toujours notre la même débat. chose, ils en auraient marre, effectivement. Mais ça va, j'ai la chance de pouvoir leur présenter des choses différentes. Mais Mais sur la commercialisation, on peut partir là-dessus. Le truc, c'est de savoir, c'est effectivement, il est vendu seul. Tu fais un téléchargement, tu sais que tu vas te faire pirater. Ouais, En ouais, gros, voilà, ça c'est une première chose. Tu le mets dans un livre, le problème c'est que tu le mets pas en avant et il va être noyé dans plein de choses. Donc des fois, certains tours, les vendre à part, les mettre en avant, ça peut, voilà. Bon, moi je préfère faire des livres, c'est ce qui me plaît, mais je peux comprendre également aussi la démarche. Et après, si on parle purement financièrement, c'est sûr que dans un livre, ça revient beaucoup moins cher le tour que vendu à l'unité. Mais en tout cas, juste pour la mise en avant, des fois, voilà, téléchargement pour se faire pirater ou alors que ce soit noyé parmi d'autres effets dans un livre, quelqu'un va le trouver et dire tiens, il y a une pépite qui est planquée là, mais il faut lire le livre et il faut la trouver la pépite. Note que même un tour arrive à se faire pirater. Donc, je sais pas si l'argument tient, parce que aujourd'hui, on l'a vu sur de nombreux exemples, hein. Le tour sort, les Chinois, ils ont même pas besoin de l'acheter. Il y a des gens qui leur donnent les liens. J'imagine que tu as une carte rouge, une carte noire, non? oui, tu as une carte rouge, une carte noire, mais dans les faits, ça pourrait être 2 cartes noires. Ça pourrait être n'importe lesquelles. Par contre, c'est de rouge ou de bleu? Ah, ça, c'est un débat important, ça. C'est important. Et alors, si vous voulez une anecdote sur le piratage, c'est que c'était pour je sais plus quel tour, Stéphane Jardonnet, qui travaillait chez Murphy's Magic Supplies à l'époque, qui était la personne avec qui j'avais affaire, un jour m'a envoyé un lien en me disant ça y est, t'es devenu une star. Et en fait, c'était un lien pour un de mes tours qui était piraté sur un site chinois.
Tu vois, c'est ce que je te disais. Mais c'était un produit que tu avais sorti en téléchargement parce qu'à l'époque, Non, ça se non, non, faisait non, pas non, trop. c'était un gimmick. Mhm. C'était en gimmick, je sais plus lequel c'était. On parle d'une période entre 2010 et 2011, à cette époque-là, et il y avait aucune notice vidéo, c'était des notices papier. Tu vois, ça n'empêchait pas le piratage malgré tout. Ah oui, non, déjà à l'époque, mais bon, l'anecdote était assez marrante. Ouais, ouais. Donc tu es assez important pour avoir été remarqué par les Chinois. C'est quand même une Ouais. marque de confiance, hein. Oh, il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'anecdotes comme ça. Il y a un magicien très très connu que je ne citerai pas, parce qu'à l'époque, Stéphane Chardonnay récupérait des tours pour la grande époque, Chris Angel, David Blaine, etc., etc. C'était la grande époque et donc il récupérait pour plein de gens. Et donc il y a un magicien très connu je sais très bien, qui a eu un de mes fascicules, Spirit Can, pour ne pas le citer, qu'il l'a utilisé dans un de ses passages télé, donc je m'étais permis de dire, bah écoutez, voilà, moi je demande rien, mais juste pour savoir est-ce que c'est ma technique, jamais eu de réponse. Et qui, dans un de ses Penguin Live, n'a pas trouvé mieux que d'expliquer ma technique en la massacrant complètement. Au moins, il aurait pu le faire bien, quoi. Bah ouais, mais là, non, c'est un massacre, hein. Je pense qu'en fait, il l'avait jamais fait, ça devait être ses assistants qui lui préparaient les canettes, puisque Spirit Can, c'est pour les canettes, Mhm. et donc il le massacre totalement dans son Penguin Live. Je viens de consulter notre conseiller juridique qui dit que comme c'est certainement un Américain, tu peux balancer le nom. On va donner les initiales, CT. Ah Ah oui, bah oui. Ok. Et mais un autre truc aussi rigolo, c'est, si je ne me trompe pas, oh, j'ai un trou, non, je ne sais plus. Stéphane Chardonnay, que j'avais croisé à un congrès avec ses bains, dit: j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que, si je me rappelle bien, c'est David Blaine a utilisé Spirit Can. Sympa. Ça a été filmé. Sympa. Mais ça n'est pas diffusé. Au revoir. Ah, Ah. dommage. Effectivement. En même temps, c'est gratifiant, non? Oui, oui, bah, bon, après, ça aurait été plus gratifiant de le voir. Moi, à Oui. chaque fois que les gens m'ont demandé pour utiliser mes créations, j'ai toujours dit oui, j'ai jamais rien fait payer. Juste, bah, en gros, tu me files le lien ou tu me dis quand est-ce que ça passe, ça me fera plaisir de le voir. Moi, Ouais, c'est vrai que c'est agréable, c'est sûr. j'ai C'est jamais. la moindre des choses. Oui, mais là, c'était non, ça ne l'a pas fait. Pour revenir sur Ultimate Choice, quand même, qui était notre sujet de départ, mais en tout cas, moi, j'ai eu cette impression-là au début parce que, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait se passer pour quelqu'un qui l'achèterait, ce côté finalement ultra simple m'a un peu désarçonné sur le moment, et après coup, c'est ce qui m'a donné envie de continuer à l'utiliser en fait. Et très clairement, ça fait partie des choses que je fais pas mal en ce moment parce que justement cette simplicité fait que je peux me concentrer sur jouer avec mon spectateur, faire des vannes, enfin voilà, profiter de, parce que contrairement à des choses plus techniques ou plus complexes où il faut garder le fil, il faut avoir son script en tête, où du coup tu es concentré là-dessus et moins sur ton spectateur, là j'avoue que c'est très très agréable à faire, ça peut se faire assez facilement. La petite contrainte, j'ai envie de dire, qui est une contrainte somme toute relativement soft, c'est celle de devoir avoir une table, a priori, parce qu'il Ouais. faut avoir un espace pour étaler son jeu, poser ses cartes, enfin voilà, donc il faut un petit espace, on va dire, sur table pour le faire. Sinon, le reste, ça marche très très bien, c'est hyper agréable, c'est facile à faire. Le matériel est de qualité, hein, c'est des cartes Bicycle, c'est une enveloppe anti-vec. Enfin bon, globalement, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein, tout marche très bien. J'ai envie de dire, le gros avantage, c'est que si je le pète, si je le déchire, si je le perds, je peux le refaire très facilement. Ça, c'est pas très compliqué. Pour ceux qui voudraient ne pas faire la partie révélation à la poche, on peut faire une révélation à l'enveloppe. C'est tout à fait faisable. Vraiment, je trouve que c'est un produit qui finalement, moi, me plaît beaucoup, m'a beaucoup plu, que je fais assez facilement. Et donc, si on a besoin d'un effet de ce type-là, je pense que c'est un bon effet. C'est un effet qui est intéressant parce qu'on peut facilement le caser quelque part. Petite chose intéressante, le jeu finalement est complètement utilisable parce que dans ce jeu-là, il n'y a rien si ce n'est deux duplicata qui passent absolument de manière anodine dans le jeu en fait. Ce qui compte, c'est l'effet. Des fois, la méthode, je reviens à moi, c'est que moi, des fois, j'ai des méthodes qui sont des fois très simples et un peu déroutantes. Et j'ai certains, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai mes sparring partners.
j'ai des gens à qui je présente toutes mes créations, toutes mes idées et qui me donnent leur retour. Et des fois, j'arrive à les coincer sur des trucs et quand je leur fais voir la méthode, limite la méthode est plus folle que l'effet. Parce que des fois, voilà, la méthode peut être très simple mais très déroutante. C'était vraiment le sujet un peu de cet épisode, entre guillemets, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on fait bien parfois de s'offusquer que la méthode elle est un peu low-tech ou elle est un peu trop simple? Est-ce que finalement c'est pas un truc de magicien de se dire ah j'aurais voulu un truc plus Ce qui compte, c'est l'effet sur les spectateurs. Puis à la limite, de côté, une méthode simple qui te permet justement de te concentrer sur ta présentation, ça va encore potentialiser l'impact. Et puis 30 euros, c'est ça que tu disais tout à l'heure 25, c'est ça? Ouais, 35. Ouais, plutôt 30. Entre guillemets, je vise personne, mais des fois, il y a certains tours avec des gimmicks qui coûtent beaucoup plus cher. Et effectivement, le gimmick est peut-être ingénieux, mais il n'est pas utilisable en conditions réelles. C'est juste bon pour faire de la vidéo, voire il n'est pas utilisable du tout. Ouais. Donc un tour correct à 35 euros, c'est une somme. Mais un tour correct à 35 euros qui te permet d'avoir un bon impact sur ton public, que ce soit un worker, comme on dit maintenant, pourquoi pas. Mais Un banger, non, c'est banger maintenant qu'il faut dire en fait. Worker, c'est fini. Banger. Et c'est quoi aussi ton go-to ton go-to effect? Putain, je déteste cette expression. Ça, c'est dit. Ah ouais, moi je l'ai entendu. Mais on l'a souvent dit dans cette émission que parfois on aime se faire avoir par des choses excessivement simples. Donc, ou même parfois berner les spectateurs avec des choses extrêmement simples, comme un freewheel. Alors, quand je dis extrêmement simple, le matériel est assez simple. Après, la présentation peut être... On en reparlera aussi tout à l'heure avec le Penguin Live. Mais un freewheel, a priori, le matériel, il est assez basique. De pouvoir le présenter et que ça fonctionne et que les gens soient impressionnés, c'est aussi gratifiant pour nous. La question que je voulais te poser sur ce tour, c'est... Alors, le matériel, il est extrêmement simple, mais le modus operandi, enfin, les techniques à réaliser, si on peut parler de technique. Alors, sur la partie technique, il y a rien de bien compliqué. Il faut... Alors, pour le coup, s'il y a une chose qu'il faut maîtriser, c'est le principe de l'équivoque. Mmh. Et en fait, c'est le principe de l'équivoque, mais c'est l'esprit de l'équivoque qu'il faut comprendre. Et c'est peut-être ce qui rend le tour un peu ardu pour des gens qui seraient pas habitués à ça. Je sais que c'est un sujet qui m'a beaucoup animé, donc j'ai essayé, j'ai lu pas mal de bouquins dessus, dont Mystère, qui pour moi reste un très bon bouquin sur le sujet, de Chadwick, il me semble. Chadwick, ouais. Avec ses M&M's, c'est ça? Avec ses M&M's, mais pour moi, ce tour, il est fou. Enfin, voilà, le tour des M&M's, Ouais. c'est un truc. En plus, j'ai un client dans la confiserie, dans mon métier, et du coup, je le fais souvent dans les congrès parce que ça marche très bien. Mais globalement, à partir du moment où tu as compris l'esprit qui se cache derrière ça, il y a rien à savoir en fait. Il y a rien à savoir. Tout est ultra simple. J'ai envie de dire, plus tu es familiarisé avec le jazz, enfin le fait de se laisser porter par les choix de ton spectateur, par l'ambiance, par ce qui se passe, plus c'est facile. Et c'est certainement ce qui rend le tour compliqué à faire pour un débutant, c'est que ça demande d'être très à l'aise, d'être très dilettante. Et quand tu parlais tout à l'heure du Tamariz, je pense que du Danida Ortiz, du Tamariz, on est dans cet esprit-là. Il faut être dans de la nonchalance totale et laisser couler et prendre les choses comme elles viennent et jouer sur un petit truc qui va arriver, qui va faire que des fois tu vas avoir une sortie folle parce que voilà, ça va être exactement comme tu avais prévu. Puis des fois, c'était un peu plus procédurier, mais globalement, il n'y a rien de technique. Bon, sur l'équivoque, je pense qu'il faut avoir de la bouteille. Pour avoir vu Gabriel, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Gabriel Verlaine, il fait de l'équivoque, c'est naturel, on le sent pas du tout. Et je pense que c'est l'expérience qui fait que ça paraisse aussi naturel, c'est qu'entre guillemets, pour lui, il réfléchit pas, pour lui, voilà, clac, 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 il embraye sur une voie ou une autre en fonction de ce qui se passe. Et on a vraiment l'équivoque, on la sent pas. Alors que des fois, quand on la maîtrise pas bien, ça se ressent. En fait, c'est ça, c'est que l'équivoque, lorsque tu lis le principe, ça te paraît simple. En réalité, ça l'est quand même un peu moins, parce que justement, il faut que tu donnes le sentiment que tout était prévu, que ça devait se dérouler comme ça. Et c'est peut-être l'aspect le plus compliqué. Oui, mais c'est pour ça que ça te demande de l'expérience, parce que l'expérience te permet d'être concentré sur ton spectateur. Quand tu es concentré sur ton spectateur et pas sur ce que tu es en train de faire, tu peux rebondir beaucoup plus facilement. Tu peux appréhender des gestes, appréhender des mouvements. Toute la difficulté de l'équivoque, c'est au moment où tu vas voir le geste démarrer, tu sais déjà ce qu'il va faire, donc tu peux déjà embrayer sur la suite de ta phrase
et tu peux déjà orienter son choix en fonction de ce que tu as pressenti dans son mouvement. Sauf que quand t'es pas à l'aise avec ça, du coup t'es concentré sur, alors juste après il faudra que je dise ça s'il fait ça, ou ça s'il fait ça, et donc t'es déjà perdu en fait. Tu dois réfléchir, t'es perdu. L'équivoque, soit tu l'as au fond de toi et tu la maîtrises totalement et ça coule, soit tu la maîtrises pas et là ça devient un enfer à gérer. Comme disait David, ouais c'est ça, c'est une question de bouteille. Moi, j'ai vu Gabriel me faire des tours avec de l'équivoque. Je ne l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas ressenti. À la fin, je cherchais. Et en fait, bon, après, voilà. Mais sur le coup, on arrive à la fin. Boum. Et puis, il était où l'équivoque? Enfin, je ne l'ai pas senti. Je l'ai pas ressenti. Mais il l'explique bien dans son livre. Je trouve que il y a des bons passages c'est dans Iceberg où il parle. Il y a pas mal de passages sur l'équivoque qui sont très très intéressants parce que il l'aborde encore sous un angle différent. Je trouve que c'est complémentaire avec ce qu'il y a dans le livre de Chadwick sur cette vision un peu de possibilités multiples dans tous les sens, qui est un peu différente encore de l'équivoque d'ailleurs. Mais la façon dont il l'approche rend les choses assez fluides. Ouais. Et on peut pas parler d'équivoque sans faire référence à Max Maven, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, et notamment avec son Brave. Alors Brave et son Kurotsuke aussi, qui est une très belle équivoque sur la méthodologie, quoi. Mesdames et messieurs, nous vous présentons David Ethan. C'est le moment de parler de David. J'ai une première question, David. Oui. Alors, c'est un secret pour personne, hein. Tu es médecin. Oui. Une vie parallèle. Tu es magicien ou médecin, d'ailleurs? Oh, les deux. J'utilise quand même de plus en plus de temps, là, depuis que je suis revenu. C'est encore pire qu'avant. Donc je passe de plus en plus de temps à faire de la magie, à travailler pour plein de personnes. Tu m'avais raconté une anecdote à propos du conseil de déontologie. À l'époque, c'était pour faire une entreprise individuelle. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à commercialiser les tours avec Morpheus Magic Supplies, il a bien fallu que j'ai un statut. Parce que les virements en dollars qui arrivent sur le compte, c'est pas très discret. Et donc, j'ai dû créer une entreprise individuelle. Donc, je suis allé au service de création d'entreprise de la chambre de commerce. Et donc, personne, déjà, j'arrive, je lui explique, je vois une entreprise pour création, fabrication et vente de matériel de précipitation. Donc, elle me regarde, elle me dit, ah, celle-là, on ne l'avait jamais faite. Bon. C'est rare. Et donc, elle me dit, ah oui, mais attendez, je crois que c'est la chambre de l'artisanat. Attendez, je les appelle. Donc, elle appelle la chambre de l'artisanat. Et puis, elle dit dans la conversation avec l'autre personne, il lui faut un numéro de SIRET. Ok, là, je lui fais, ben non, j'ai déjà un numéro de SIRET. Vous avez un numéro de SIRET? Je dis, bah oui, je suis médecin. Et donc là, elle est restée scotchée et elle dit à l'autre, il est médecin. Et en plus, donc après, pour pouvoir inscrire la société, effectivement, il a fallu que j'ai une autorisation du Conseil de l'ordre du service déontologique. Ce qui n'a pas posé de problème, puisque le médecin qui s'en occupait faisait un peu de magie, il savait que j'en faisais, donc ça l'a plutôt fait rire. Et j'avais obligation de ne pas en faire commerce dans mon cabinet. C'était stipulé, et je ne pouvais pas apparaître sous mon nom de médecin. Et c'était là où je voulais en venir, donc parce que David Ethan, c'est un pseudo. Toi, tu l'as choisi parce que tu as été obligé de le changer pour ton boulot, quoi. Enfin, oui et non. En fait, je l'avais changé auparavant parce qu'on avait un club informel non FFAP sur Rouen qui s'appelait Magico Circus Rouennais. Et on avait eu l'occasion de pouvoir faire un petit spectacle à l'époque sur Dieppe, dans une ancienne discothèque. Et pour les affiches, etc., il a fallu que je me trouve un pseudo parce que je voulais pas apparaître sous mon nom de médecin. Et donc, j'ai cogité un après-midi, j'ai cherché quelques trucs, et puis à l'époque, il y avait Ethan Hawke, Mission Impossible, je faisais des tours avec du feu, je me suis dit, tiens, Ethan Hawke, David Ethan, ça soit bien en français, en anglais. Donc. On a la genèse de ton nom. Et j'ai appelé mes parents pour les prévenir que j'allais changer de nom. J'ai trouvé que c'était logique de prévenir mes parents que j'allais changer de nom. Petite anecdote, une anecdote surtout. Quand on a fait ce fameux spectacle à Dieppe, je faisais l'apparition d'une boule de bowling avec la technique de... comment il s'appelait? Dans un sac en papier, il avait fait plein de Andrew Mayne. Andrew Mayne. Et le parquet de la boîte de l'ancienne discothèque était en métal. La boule de bowling qui tombe sur une piste de danse en métal, ça fait son effet. Il n'y a rien qui casse? Non, ça n'avait pas cassé. Et puis si vous voulez un autre petit truc assez croustillant, ça va vous faire marrer, c'est que j'avais fait la présentation en hôtesse de l'air. Je donnais les consignes de sécurité et je finissais avec une bouée Mickey autour du cou, etc. Et j'avais emprunté une robe de grossesse de mon ex-femme. Et là, vous vous retrouvez aux pissotières quand vous êtes un homme en robe.
C'est un peu particulier. En boîte de nuit en plus. Dis-moi, te travestir, c'est une seconde nature ou parce Oui, que déjà dans je ton sais où tu vas DVD aller là. Popcorn, voilà, exactement, tu sais où je veux aller. Non, alors Popcoin, en fait, c'était entre guillemets un hommage à Alain Chabat, en fait. Ah, ok. Voilà. Ouais, Mais oui, là. oui, c'était Alain Chabat qui comment il s'appelait celui qui est décédé? Bruno Carrette? Bruno Carrette. Et donc ils présentaient, à la fin ils se levaient, ils étaient en barésie, Oui, jarretière, c'est ça. je sais pas. Donc voilà, non, c'était plus un délire entre guillemets hommage au nul que travestissement. Je crois que c'est les 2 seules fois de ma vie où j'étais habillé, on va dire en femme, hein. Ça s'arrête là. Les 2 fois en tant que professionnel de la magie, hein. Après, ça ne nous Non, regarde pas. non plus. Plus sérieusement, alors pour les auditeurs qui le connaîtraient pas, Popcoin, c'est un DVD que tu avais sorti, en 2011-2012, il me semble. Oui, dans ces eaux-là. Et alors sur la jaquette, on rappelle, tu es habillé en costume, peut-être non pas un smoking, un costume? Non, non, je suis en costume noir en haut de mémoire, je l'ai pas sous les yeux, enfin il doit être quelque part derrière. Et je suis en bas, en bas j'ai des barres résille rouges. Voilà. Voilà. Donc c'est simplement pour situer, hein. Et j'ai un peu un pistolet, un peu à la James Bond. En fait, en gros, en haut, c'est James Bond et en bas, c'est Barésie rouge. Mais c'est joke, en fait, alors, j'avais eu cette idée-là, c'était de faire à la fin du DVD une espèce d'interview où j'expliquais la genèse du tour et je m'étais amusé à le faire en anglais avec une voix off en français, voilà, pour taquiner un peu les magiciens qui ne parlaient pas anglais, qui râlaient que c'était pas doublé. Et à la fin, je me levais, on ne voyait rien du tout, parce que c'était en plan américain, et à la fin, je me lève pour regarder l'horizon, et là, on voit que je suis en barésie rouge. Joe, enfin, Édouard Boulanger avait trouvé ça sympa pour faire la jaquette, et donc on a fait la séance photo le lendemain, il m'avait dit de remettre la même tenue que la veille. Alors, en tout cas, la jaquette est marquante. Enfin, franchement. Ah ouais, des années après, on s'en souvient, hein. Après, j'avoue que ça n'était pas volontaire, mais des fois, on m'en a parlé, comme celle de David Stone avec sa fameuse pièce, la photo de Zachary Bellamy, il y Ouais. avait la pièce cache-sexe, on va dire. Mm. Voilà, donc c'était moins hard, mais il y en a qui m'ont dit ah, bon, il n'y avait pas de volonté d'aller dans ce sens-là, mais voilà, ça nous a bien fait rire. De mémoire, parce que je me souviens plus de la photo de David Stone, c'était Half Dollar ou c'était une jumbo? C'est une grosse jumbo. C'était une blague. David Stone, si tu nous écoutes, c'était pour plaisanter. Fais attention, il va envoyer Clec. Oui, en plus. Ouh, En ce moment, waouh. Là, ça va être chaud. J'ai eu le plaisir de voir le spectacle de Clec Antos, et donc c'était assez marrant parce que j'avais pas recroisé David depuis de nombreuses années, et je vais le voir à la fin, mais il est toujours en Clec Antos. Ah À la fin. ouais. ouais, Et donc, c'est vrai. je vais le voir, et donc, je lui parlais, il m'a fait signe de la tête, et en fait, on s'est parlé, enfin, on s'est envoyé des messages le lendemain, mais voilà, c'est perturbant, parce que tu vas le voir, tu dis, bon, salut, enfin, voilà, puis tu dis 2-3 mots, il te regarde, il te fait de la tête, mais il te répond pas, il ne peut Ah pas te oui, répondre. il est dans son Il est personnage. dans ce passage, mais c'est tout à fait normal, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant de parler avec les Cantos, que tu connais, entre guillemets, et que, voilà, et donc, on a échangé le lendemain, où il était très content que je revienne aux affaires, etc., mais voilà, c'était assez perturbant comme rencontre, comme première re-rencontre, on va dire. Ouais, pour le coup, son personnage est perturbant. J'ai été le voir aussi quand il est passé à côté de chez moi. Et ouais, le spectacle est top. Et l'après est sympa aussi. Il est présent à la sortie. Ouais, c'est assez perturbant. Si je me trompe pas, la dernière fois que j'ai vu David, ça devait être lors d'une conférence qu'il avait dû faire du côté de Marseille ou quelque chose comme ça, parce que j'ai été avec Sébastien Fourier, j'ai été avec Aline Ouira, donc c'est dans ce coin-là. Et je lui fais voir une boîte d'allumettes truquée, entre autres, et donc une usine à gaz. Il me dit ouais, c'est bien, ça sert à quoi? Je lui dis bah je sais pas. Il me dit t'es toujours aussi con toi. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'ai une idée, je la fabrique, et des fois je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. C'est original. Ben C'est oui, non, mais original. il y a un mec, je me dis que je vais finir par trouver quelque chose. Et un jour, j'avais fait comme ça un gimmick et Draco me parle d'une idée. Je lui dis, bah, attends, bouge pas. Et je descends dans mon atelier au sous-sol, je remonte, je dis, tiens, bah, voilà le gimmick. Et en fait, il était déjà fait depuis quelques temps, mais je savais pas quoi en faire. Et c'est lui qui me dit, ouais, je cherche à faire ça, je vais pas te dire. Voilà, c'est prêt. Voilà, la fameuse boîte d'allumettes, j'ai toujours pas trouvé à quoi sert. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'était la question que je voulais te poser, puisque c'est ton truc, la création, l'invention. Pour le coup, on est sur de l'invention, plus que de la création encore. Comment ça t'est venu, cette idée d'inventer? Parce que comme c'est pas ton métier, à la base,
moi, c'est pas mon métier la magie, et je me suis jamais dit je vais inventer de la magie. J'adore en faire, j'en fais beaucoup, mais comment on se dit je vais inventer de la magie? Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai peut-être une information là-dessus. Oh là. J'ai un certain Julien L qui Oh nous non. dit c'est un bricoleur parce qu'il est très radin. Voilà, donc vous en ferez ce que vous voudrez, comme il dit. Julien, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Non, il est quelque part en train de nous écouter, hein. Oui, je sais pas. En tout cas, oui, il m'a piraté tout à l'heure parce qu'on était en train de parler tout à l'heure. Bah, je sais pas, je vais vous la faire rapide. Gamin, bah, moi, je suis de la génération Pif Gadget, boîte de magie Garcimore, etc. Donc, j'étais à fond là-dessus. Arrivé au collège, découverte de la micro-informatique à l'époque sur des dinosaures d'informatique. Je me suis mis à fond là-dessus pendant des années et des années. MO5, TO7 ZX81, Amstrad CPC. Le premier, c'était un Sharp MZ80K, qui était un espèce de gros bloc, qui a un petit écran vert et un lecteur de cassette tout en un seul bloc. 80K, c'était la taille de la mémoire, hein, 80 kilos. Et c'était le prof d'EMT. EMT. Je sais pas si Bah vous oui, savez ce que c'était. prof de NT, bah moi j'ai eu des cours de Oui. NT. Oui, non, mais bon, après, ça a disparu. Donc, ça a été jusqu'au bac. Arrivé au bac, bah, études de médecine, là, tu te concentres sur la médecine. Et puis, une fois que j'ai eu fini médecine, un copain qui avait tendance à acheter plein de choses, un jour me dit, on était allé une fois au Double Fond avec lui, et il avait acheté la cassette de Bernard Billis dans une boutique jeu des cartes, ce qui n'existe plus maintenant. Et il me dit, bah tiens, je pars en vacances, je suis sûr que ça va te plaire. Il m'a filé la cassette avec le jeu Atlantis, si je me trompe bien. Je me trompe pas. Et donc, il m'a laissé la cassette et le jeu Atlantis. Et j'ai commencé comme ça. Il y avait les débuts d'Internet. Et il faut savoir que, étant jeune, j'avais beaucoup aimé les Soudoués. Qu'un ami dont le père avait un lecteur un magnétoscope Betamax ou je sais plus quoi, un format avec des cassettes monstrueuses. Et la seule cassette qu'on avait le droit de regarder, c'était les Soudoués. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur les autres. Et donc, les Soudoués, je l'avais vu multiples fois. Et bah, puis je suis retombé sur Gaëtan Bloom. Et petit à petit, j'ai commencé à fabriquer tout ce que je trouvais de Gaëtan Bloom. Donc, chez moi, j'avais entre guillemets un musée Gaëtan. J'ai quasiment fabriqué et apporté quelques petites modifications sur des trucs de Gaëtan. J'ai commencé de fil en aiguille comme ça, involontairement, à trouver des petites choses. Et puis, congrès de Saint-Étienne, il y a, je sais plus quelle année, je vais voir Magic Dream sur le stand et je leur dis, bah tiens, j'ai ça, ce qui à l'époque était Transcup, donc la paille qui passe à travers le gobelet. Ils m'ont dit, oh non, viens là, toi, faut qu'on te parle. Finalement, ça ne s'est pas fait avec Magic Dream, mais le hasard fait que par Virtual Magie, j'avais demandé à quelqu'un de me faire des visuels de cartes, il les avait mis sur le forum. Et Stéphane Jardonnet, qui travaille chez Murphy's Magic Supplies, met un petit mot genre, je sais pas qui sont les cartes là, mais ça plaît beaucoup à David Bain. Donc je lui ai dit, les cartes elles sont à moi, et comme plein d'autres tours. Il me dit, qu'est-ce que tu as à me proposer? Je lui ai envoyé un email de 3, 4, 5 pages de long. Et il m'a répondu, appelle-moi à tel numéro, je te rappelle. Je l'ai appelé, il était aux États-Unis, chez Murphy's, on a dû passer 1 heure au téléphone, puis à la fin il m'a dit, ok, je prends tout. Puis c'est venu comme ça, et après, c'est devenu je sais pas, un sport, je sais pas comment dire. Maintenant, les idées elles viennent comme ça. Alors, soit par commande, parce que je travaille pour pas mal de gens, soit je pars d'un objet qui m'inspire, ou d'un effet. Je peux trouver trois étanneries en une semaine, comme il peut y avoir un trou, mais en ce moment, c'est plutôt un rythme très soutenu. Mais du coup, ouais, c'était un peu le sens de ma question, c'est-à-dire que tu pars d'un problème à résoudre et tu trouves une solution. On va prendre, je sais pas, quelques exemples. Transcup, la paille qui passe à travers le gobelet. J'étais dans un restaurant Quick en vacances et je jouais avec la paille en me disant qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. C'était marrant, je tapotais dessus. J'ai pensé autour de Gaëtan où il soulève le gobelet avec et j'étais en train de tapoter dessus. Je dis, la paille, paf, et je passe et là tout de suite j'ai vu comment le faire. Donc la paille qui passe à travers le gobelet, c'est venu comme ça. J'ai juste fait une modification après pour vous montrer le dessous du gobelet. Il y a des trucs, je sais pas. Il y a un tour dans le dernier livre qui s'appelle 31-21, qui est le tour préféré de Franz Rejas, mon éditeur, qui est parti de la liste des 100 célébrités de Journal du Dimanche, non, je sais plus quel journal une fois par an, et donc c'est une liste de personnalités françaises, et ça j'ai trouvé une idée d'un forçage qui visiblement est nouveau, pour arriver à forcer ça. Je peux partir d'un objet, je peux partir je sais pas, c'est très variable. La canne qui est dans le dernier livre, c'était un peu un défi pour le passe magique de Tao, Pascal Fédy et Maurice Douda. Je sais pas, il y a des trucs qui viennent comme ça. Et, au bout d'un moment, ça devient. J'essaie d'expliquer dans Étannerie, il y a un chapitre qui s'appelle Auto-Psy.
Ouais. Et je dis, mais en fait, je maîtrise pas tout. Je maîtrise pas tout. J'entends et je comprends bien qu'il y a une part de spontanéité en fait derrière ta création, ça c'est intéressant. Mais à quel moment, enfin, est-ce que tu as eu besoin avant tout de te cultiver ou est-ce que finalement c'est déjà quelque chose que tu avais ou c'est une curiosité Comme dit Gaëtan, c'est la curiosité. C'est-à-dire que je suis devenu, entre guillemets, accro au truc. C'est par exemple le soir à la télé, honnêtement, il n'y a plus rien qui me plaît. Par contre, je me bouffe des DIY sur YouTube, mais c'est de l'origami, c'est de la réparation de montres, c'est de la modification de consoles vidéo. J'emmagasine, et après ça peut me servir. Il y a toujours quelque chose à apprendre qui va me servir un jour ou l'autre. Ouais, donc c'est vraiment une culture beaucoup plus large que la culture magique, c'est une Ah, il faut culture pour être créatif. d'habitude. Ouais. Pour être créatif, Gaëtan le dit, hein, de toute façon, pour être créatif. Le tout premier tour que j'ai inventé, j'en parlais le week-end dernier, c'était lors du bizutage de médecine. Où ce que j'avais fait, c'est qu'on avait acheté des bombes de mousse à raser chez Tati à l'époque, pour que ça ne coûte pas très cher. Mhm. Et l'embout de sortie était rectangulaire avant, sur la bouche. C'est peut-être toujours le cas, je sais plus. Et donc, Oui, en sur fait, certains modèles. ouais. Bah, donc là, tu le chauffes avec un briquet pour refermer l'embout. Et après, tu chauffes un trombone et tu fais un petit trou. Ok. Et quand tu appuies, ça fait un nuage de neige, ça fait plein de particules qui partent dans tous les sens. Et à l'époque, on avait donc modifié comme ça plein de bombes de mousse à raser. On est arrivé dans l'amphithéâtre des bisous et on a rincé l'amphi. En quelques secondes, l'amphi est devenu tout blanc. On nous en a voulu pour le nettoyage. Oui, Ouais. je pense, mais bon. Tu as parlé de Gaëtan Bloom et tu as cité les sous-doués. Et donc, parce que je me souviens que le livre Bloomery, tu m'avais dit que c'était un de tes livres préférés. Mhm, Et dans la préface de Magic Abrac, ton livre de 2012, mhm. il y a, qui a été faite par Bah, Papa Gaëtan. Gaëtan Bloom. Ouais, exactement. Mhm, Il dit comme ça, il m'a avoué, donc c'est lui qui parle et il, c'est toi, il m'a mhm, avoué récemment avoir commencé à bricoler en fabriquant la plupart de mes propres trucs. mhm. C'est vrai. Ah oui, oui, non, mais j'avais une collection Gaëtan Bloom, des étagères pleines. J'ai quasiment fabriqué tout ce qui était dans les notes de conférence, tout ce que je trouvais. Bah, c'est une bonne école. Ah bien oui. Surtout qu'en plus, au niveau bricolage, je pense qu'on est au même niveau avec Gaëtan. Tout ce que je fais, c'est papier, carton, élastique, colle, ciseaux, cutter. Enfin voilà, il n'y a pas de bricolage qui nécessite beaucoup de matériel ou autre. Malgré ce que dit Monsieur Julien L, c'est pas un problème d'être radin. C'est qu'en fait, j'ai un besoin de fabriquer tout de suite quand j'ai une idée. Et donc là, je vous parle de l'un de mes ateliers. Il faut savoir que là, à l'étage, il y a 2 pièces consacrées pour la magie, une chambre et une salle de bain. Donc en fait, quand je sors de ma chambre, à droite, j'ai une pièce, à gauche, j'ai une autre pièce. Et qui sont pleines de choses diverses et variées. Il y en a, oui, alors il y en a un autre, il y a atelier maison, on va dire. Et puis sinon, pour la magie, ouais, j'ai 2 pièces entières consacrées à ça. J'ai une énorme bibliothèque où j'ai de tout. C'est-à-dire que j'ai aussi bien, je dois avoir l'intégrale de Christian Schellmann, l'intégrale de Gaëtan Bloom, j'ai des livres sur les grandes illusions. Enfin voilà, j'ai énormément de choses à portée de main et de quoi bricoler. Et c'est pas pour une histoire de coup, Monsieur Julien L. Là. Alors du coup, tu parles justement des grandes illusions. C'est un sujet sur lequel tu travailles aussi. C'est-à-dire que on a parlé de Non. choses qui étaient plutôt du close-up, mais ça reste quand même dans cet univers-là. Grandes illusions, franchement, j'ai trouvé un petit truc, on va dire un convinceur pour une grande illusion. Mais non, là dernièrement, mais ça sera dans l'avenir, il y aura un tour qui est une grande illusion en close-up, on va dire, avec un twist à la David Ethan, voilà. Mais non, les grandes illusions, c'est pas. Après, j'aime beaucoup, hein, c'est pas ça. Je suis très ami avec Phil Keller, avec les Dragonfly, donc. Mais c'est pas mon inspiration, j'avoue que non. Le mentalisme, j'ai trouvé quelques trucs ces derniers temps, même si c'est pas. Voilà, j'apprécie, hein, mais voilà, c'est pas. Moi, c'est plus effectivement close-up. Souvent, en fait, c'est des tours avec des objets de la vie courante. C'est surtout ça qui m'inspire. Ouais, j'allais demander, est-ce qu'il y a des objets en particulier qui t'inspirent mais en fait, n'importe quel objet qu'on peut trouver. N'importe quel objet. J'ai eu ma période canette. J'ai eu Ouais. ma période gobelet de fast-food. J'ai eu ma grande période, c'est dans le dernier livre, pompons. Alors là, j'en ai fait dans tous les sens avec tout et n'importe quoi, les pompons. Donc là, ça y est, je me suis calmé sur les pompons. En ce moment, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai une période carte. Ah, Voilà. c'est pas dans tes Donc, habitudes, ça.
Non, mais alors attention, c'est pas en fait, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est que j'ai deux sparring partners qui sont Maurice Douda, on se connaît depuis très longtemps, on a travaillé beaucoup ensemble, et Jonathan Barragan, avec qui également on a travaillé aussi. Et en fait, je leur balance toutes mes idées, toutes mes créations, je leur fais des petites vidéos de très mauvaise qualité, mais voilà. Et c'est eux qui me disent ce que ça vaut, parce que des fois, pour moi, c'est un petit truc rigolo, et ils me disent non, non, c'est pas un truc rigolo, ça, vas-y, hein. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Oui, non, mais j'ai encore eu le week-end dernier, j'ai été à la journée du camp Poitiers, j'ai montré quelque chose à Franck Fréjas et il est resté me dire, mais pourquoi tu l'as pas sorti dans ce nu-là? Je dis, mais je viens de le trouver. Mais voilà, je lui ai fait voir un truc qui pour moi est une petite bêtise, mais lui il m'a dit non mais attends, je dis bah oui mais non, pour moi c'est une bêtise, c'est une étonnerie. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et donc voilà, donc je travaille en fait, j'ai aussi besoin d'avoir le retour de personnes, on va dire, du terrain, parce que je ne fais pas de prestations. Mhm. Mais Jonathan a fait beaucoup de rues, on a travaillé ensemble sur l'émission de télé comme par magie de France Télévisions. Maurice Houdin, on a travaillé sur beaucoup de choses ensemble avec Maurice, puis on continue. Donc voilà, mais en ce moment, voilà, je fais des cartes, mais c'est des cartes à ma sauce. Donc vous attendez pas à des grosses techniques, hein. Je suis pas bon en technique, c'est surtout que ça ne m'intéresse pas, je l'avoue, et que je travaille très peu, hein. Vous voyez faire une levée d'eau, vous pleurez. Mais voilà, en ce moment, c'est la période carte en ce moment. Ça risque de changer. C'est drôle que tu dises que tu es pas très grande illusion, parce que en 2011, tu m'as dit dans tes vidéos préférées Illusion de David Copperfield et en tour Portal de David Copperfield. Ah non, non, je parle d'inspiration. Je ne suis pas inspiré en création en grande illusion. Par contre, Illusion d'Ed Copperfield, oui, on l'a tous entre guillemets bouffé le DVD. Et alors pour Portal, c'est très particulier. C'est-à-dire que Portal, j'aime qu'une seule chose. Portal, en fait, c'est la disparition sur le tremplin, Ouais. qui est un truc absolument fabuleux. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent le principe, mais le principe en lui-même est très, entre guillemets, couillu. Il faudra mettre un bzzt. Et quand je l'ai vu à Paris, c'était au Zénith à l'époque, j'étais au premier rang et j'étais pas du tout où il fallait. Même en le sachant, j'ai aperçu, voilà, mais waouh, fabuleux. Le reste de Portal, non, la réapparition sur l'île paradisiaque, etc., ça non, ça c'est. Mais par contre, la disparition sur l'espèce de tremplin, c'est un truc fabuleux. Donc voilà, et puis sinon pour les inspirations, j'ai des boîtes et entre autres j'ai une grosse boîte en plastique où je mets plein d'objets rigolos. J'ai une boîte à bananes, j'ai un parasol pour téléphone portable. Voilà, dès que je vois un objet, voilà, j'ai des tapettes à mouches de couleurs différentes. Je sais pas ce que j'en ferai. Ok. C'est Et une espèce de boîte à curiosité. voilà. Alors mon marchand de trucs préféré ces dernières années, c'est Action. J'adore ce magasin. J'y vais au moins une fois par semaine parce qu'en fait l'avantage c'est qu'il y a des rayons, il y a plein de rayons, il y a les jouets, il y a plein il y a le loisir créatif et j'arrive à trouver pas mal de trucs d'inspiration. Il y a même un tour dans le dernier livre qui s'appelle Action parce que j'explique, je l'ai trouvé en arrivant chez Action. J'ai vu des pistolets à eau de couleurs différentes et je me suis dit oh. Puis allant plus loin dans le rayon, je fais oh oh et hop j'ai associé en fait des trucs que j'ai trouvé dans les magasins, dans les rayons du magasin Action. Voilà. C'est drôle. Très très Pour drôle. moi, c'est un concentré en fait de plein de choses qui peuvent me servir à Action. Il y a un rayon bricolage, il y a un rayon art créatif, rayon jouet. Donc ça, j'aime bien ce magasin. Ça me motive, ça m'inspire. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Et l'idée, c'était de se dire, comment tu fais si demain, alors c'est un truc de professionnel qui me concerne pas du tout, mais tu perds tout ton matos juste avant ta presta et que tu dois remonter un spectacle de zéro avec que des objets que tu peux trouver dans un supermarché en fait. Quand je faisais la tournée de conférences avec Draco, on s'arrêtait assez souvent dans des stations-service d'autoroute. Et son jeu, c'était de me mettre devant un rayon, vas-y, trouve quelque chose. Et autre petit truc rigolo, j'étais avec Michel Huot la semaine dernière, et donc les copains disaient qu'ils allaient nous coller dans un magasin Action pendant une semaine enfermé, il fallait qu'on sorte un bouquin à la fin de la semaine. Mais en fait, c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Je me dis, mais en gros, ce serait tellement drôle de se dire, il y a un DVD de toi qui rentre dans un magasin et qui sort un spectacle juste avec Il y des a déjà produits eu des choses extra. comme ça. Il y avait Wizard Wars, qui était un programme américain, je crois, où il leur donnait des objets, il fallait qu'ils fassent un numéro avec des objets imposés. Il y avait eu aussi, on en a parlé, je crois, c'est Roadrunner ou quelque chose comme ça. C'était David Sanders et G5 et je sais plus qui,
où ils s'étaient filmés en off pendant une tournée de conférences avec tout leur délire et leur création sur la route en fait. C'est motivant aussi. Et pareil, travailler sur d'autres choses. J'ai travaillé pour Stelina Kengis, qui est une artiste visuelle qui fait du hula hoop, entre autres. Et elle a un numéro avec une structure tournante, avec un espèce on va dire de cerceau qui tourne sur une structure, sur une base tournante. Et elle voulait rajouter de la magie dedans, donc il a fallu arriver à trouver des choses par rapport aux contraintes à la fois physiques du numéro et par rapport à son niveau en magie, parce qu'elle est même si son père a fait de la magie, elle est surtout artiste visuelle. Donc ça, il y a eu, bon, bah, comme par magie, l'émission de France Télévisions, ça a été aussi un gros challenge, parce qu'avec les contraintes, à la fois inhérentes à la télé, et puis à la fois inhérentes au thème enfin, à la mécanique de l'émission. Donc ça stimule aussi. Quand vous êtes au rayon boucherie de votre Leclerc, et puis que vous avez Jonathan Barragan qui vous met un message en vous disant « Je pars à la Palmeraie, je fais quoi ?» Bah, vous prenez WhatsApp et puis vous envoyez toutes les idées qui vous passent par la tête. Vous êtes en consultation, il vous envoie une photo d'un marchand, d'un étalage d'un marchand de miel. Je fais quoi? Bah, vous finissez la consultation, vous dites celui d'après, excusez-moi, j'ai un coup de fil à passer important, et là vous mettez sur WhatsApp, vous balancez toutes les idées qui vous passent par la tête. Ah, c'est des jolis challenges. Ah oui, oui, comme par magie, ça a été un gros challenge parce que on verra s'il y a une suite, mais là, en gros, on a les contraintes de la télé, il part avec un sac à dos, donc tout doit tenir dans le sac à dos. Il faut qu'on prévoie à l'avance des tours en fonction du pays. Les contraintes de la télé, pas d'alcool, pas de marque, pas de ceci, pas de cela. Et puis il a entre guillemets, il a une trousse à outils sur lui, je sais ce qu'il a sur lui, et puis je pars à la Palmeraie, je fais quoi? Voilà, faut trouver. C'était un peu le challenge de toute façon quand il m'a mis le deal entre les mains, c'était de dire bon bah de toute façon il y a toi qui peux faire ça, donc je le fais, mais si tu fais avec moi. Donc, c'était une belle aventure, c'était bien. Une fois dans ma vie, j'ai vu mon nom au générique d'une émission de télé. Ah, en tout cas, c'était pas une émission américaine, hein, a priori. Non. Mais voilà, j'aurais eu mon petit plaisir. Une fois dans ma vie, j'aurais vu mon nom, collaborateur artistique. Mais c'est drôle parce que tu sais, moi je me souviens d'une époque, sur les forums, on lisait régulièrement la phrase suivante, hein, donc de mémoire, hein, que, en tout cas, ça disait que la meilleure boutique de magie, c'était notre magasin de bricolage. Ah ouais. Et cette phrase, depuis facilement 10 ans, je ne la vois plus. J'ai l'impression que les magiciens, alors peut-être que ça a un lien, hein, mais il y a eu en même temps une explosion du marché de la magie avec des tours, des dizaines de tours, si c'est pas plus, par semaine. Et je me demande si ça n'a pas mis un frein à la créativité des gens, cette explosion. Je pense que les gens maintenant ils veulent avoir un truc tout fait, alors que moi vous prenez dans mes livres, c'est du bricolage de base, hein, c'est cutter, crayon, enfin il n'y a rien d'extraordinaire, de la colle à papier, de la colle au scotch, enfin, voilà. Mais maintenant ils veulent un truc tout fait. Ils veulent un truc tout fait. Et je pense qu'il y a très peu de créateurs maintenant qui, à la limite, font ce que je fais avec du bricolage. Les créateurs, ils vont plutôt sortir des tours tout près. Les gens veulent avoir les tours tout près. Je suis pas sur le bon rayon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors parce qu'il y a le consommateur qui achète et qui veut peut-être pas bricoler, et tout le monde n'est peut-être pas doué pour bricoler, bien que tu dises que toi, ce que tu proposes, et c'est vrai, c'est relativement simple, C'est mais cours de MT, comme on disait tout à ouais, l'heure. ouais, mais c'est vrai, et tu me l'avais déjà dit à l'époque. Mais il y a aussi, je crois, les créateurs qui cherchent absolument à rentabiliser immédiatement leurs idées. Bah après, ça revient un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure pour le tour que Vincent a présenté. Après, j'ai un statut un peu particulier dans l'histoire, c'est que moi je fais ça pour le plaisir. C'est-à-dire que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de la magie pour vivre par rapport à d'autres. Donc je peux me permettre de mettre plusieurs idées dans un livre alors que j'aurais pu les sortir directement. Là, j'ai trouvé la chose que j'ai montrée à France ce week-end. Certains m'ont dit ah mais t'as qu'à le vendre tout fait. Je dis, non, j'ai pas envie de m'embêter à le vendre tout fait. Je vais expliquer la méthode, les gens se le feront, puis voilà. Après, c'est peut-être pas effectivement à mon avantage, parce qu'effectivement, certaines choses, je les sortirais, ça ferait peut-être du bruit, même dans le monde entier, on sait jamais. Peut-être que quelqu'un d'autre se l'approprierait pour faire un Penguin Live. Mais voilà, puis je prends plaisir à faire les livres, en fait, parce que l'avantage des livres, c'est que je peux maîtriser une bonne partie, je peux écrire un chapitre par-ci, un chapitre par-là. On s'entend très bien avec France, qui m'a donné ma chance pour le premier bouquin et qui a accepté de faire le deuxième. En fait, pour le deuxième, ça s'est passé que je l'ai appelé en lui disant, bah écoute, est-ce que tu as perdu de l'argent avec mon premier livre? Il me dit, bah non, pourquoi? Je dis, bah t'acceptes de faire le deuxième? Bah ouais, bon bah ok.
Voilà comment ça s'est fait pour le deuxième livre, parce que ça m'a embêté qu'ils me disent qu'il avait perdu du fric. Donc la décision s'est faite comme ça. Et là, je continue à avancer légèrement, on va dire, sur un prochain. Un hypothétique troisième, là il m'a dit non, faut que tu te calmes, là ça va trop vite. Là. Mais je pense que ton bouquin a bien marché, parce que à l'époque, on en parlait beaucoup. C'est un produit qui est un peu unique. Oui, il y a Magic Break, et puis après, il y a Étannerie. Mais entre, j'ai rien vu de bricolage. Bah oui, je crois. Enfin, après, c'est pas. Oui, je pense que je suis dans un truc un peu particulier. Je pense que c'est un peu dans la lignée de Gaëtan. Je vois pas grand monde qui font ce genre de choses. J'aime beaucoup Penguin Life, par exemple, de Mathieu Biche. Mais il y a pas autant de bricolage que moi. Mathieu, à la limite, a pas mal de bricolage comme ça. Il y a Bizarro, que j'aime beaucoup, qui est un magicien américain qui a pas mal de choses un peu délirantes avec du bricolage, mais qui n'a pas édité de livre. Mais dans ce style-là, en France, Il y en a peut-être eu un récent, alors moi je l'ai pas lu, mais c'était le livre de Jordan Victoria, l'atelier. oui, la fabrique. Alors, la fabrique, mais c'est surtout sur des cartes spéciales, non? Oui, oui, non, mais je l'ai. Alors, je l'ai et j'ai été le premier acheteur, monsieur. Ah, Ah d'accord, voilà. ok. Le premier acheteur, c'est moi. Je suis arrivé au congrès de Poitiers, donc déjà, il était surpris de me voir, parce que il y a quelques personnes qui ont été surpris de me croiser à Poitiers. Ils m'attendaient pas à me voir. Et donc, Jordan, oui, c'est un superbe coffret où il y a même le matériel pour fabriquer des cartes gimmicks, mais c'est uniquement sur des cartes gimmicks. Oui, c'est ça, c'est la fabrique, enfin, c'est du bricolage, mais de cartes uniquement. Ouais, Voilà, que de cartes. Mais tu fais bien de le rappeler, parce que on a pu l'oublier. Je te propose, Olivier, qu'on échange un petit peu sur ta proposition de tour. Tu voulais nous parler de Loki. Alors, pour le coup, c'est un tour en plus qui peut très bien aller avec l'esprit de la fabrication, puisque c'est un tour sur lequel, quand on en a parlé, on s'est dit, bah, en fait, on aurait presque pu se le refaire. De quoi parle exactement Loki? Loki, en fait, c'est un cadenas, tout ce qui est de plus normal. Tu présentes 3 clés. Tu les tiens d'une manière à ce que les gens voient que la tête des clés. Et tu leur demandes de les prendre dans les mains, de passer les clés derrière leur dos, de les mélanger, d'en prendre une et de te la tendre. Et celle qui est donnée au magicien, elle va ouvrir le cadenas. Jusque-là, rien de spécial. Une chance sur 3. Le magicien dit, mais je sais ce à quoi tu penses. Tu penses que toutes les clés ouvrent le cadenas. Évidemment, ouais, c'est quelque chose qui a effleuré l'esprit du spectateur. Et il lui dit, bon, bah, ramène les clés devant toi, ouvre ta main et tu vas constater qu'à l'intérieur, les clés, eh bien, elles sont inutilisables parce qu'elles sont vierges. Elles sont pas dentées. Elles n'ont pas de dents. Comme elles n'ont pas de dents, elles ne rentrent pas dedans. Exactement. On peut pas aller beaucoup plus loin dans les explications parce que on révélerait le truc et que on révèle jamais les trucs dans cette émission. Mais ce qu'il faut savoir, donc, il y a une astuce. On a eu une discussion parce que pour moi, c'est une sortie multiple. Sur Magic Orthodoxy, dont tu m'as envoyé le lien, David, que je suis allé voir, le gars dit non, ce n'est pas une sortie multiple, c'est autre chose. Et il parle de free will. Ben, le free will, pour moi, il y a une prédiction et il y a un texte qui te décrit des situations. Là, c'est pas du tout présenté comme ça. Tu pourrais éventuellement le faire parce que tu as des couleurs, tu as une clé qui est dorée, une qui est argentée, une autre qui est argentée, mais il y en a qui ont, enfin, les têtes sont légèrement différentes. Donc, à la limite, tu pourrais faire un free will, mais c'est pas le propos. J'ai écrit à Magic Orthodoxy, on s'est parlé et je lui ai dit, mais pour moi, c'est un multiple out, quoi. C'est une sortie multiple. Et il me dit non. Alors là, j'en appelle à votre jugement de magicien. Il me dit il n'y a qu'une seule solution. Donc ce n'est pas un multiple out. Alors je lui réponds certes, il y a une seule solution. Par contre, il y a 3 voies pour atteindre cette solution. Je peux comprendre son argument. Dire que c'est toujours la même, oui, effectivement, il n'y aura qu'une clé qui ouvrira. Mais pour atteindre ce résultat, il y a 3 possibilités. C'est peut-être plus, entre guillemets, un forçage, puisque tu auras toujours la même sortie. Donc on est peut-être plus sur, à la limite, sur la théorie de forçage que sur une théorie de free will avec 3 sorties. Il n'y a qu'une seule sortie, et tu les pousses vers cette sortie-là. Je ne sais pas, je suis plus bricoleur que théoricien. Non, c'est pas. On pourrait pas dire que c'est un forçage parce que méthodologiquement parlant, justement, il n'y a pas de forçage. Oui, non, je parlais en théorie. C'est en fait, tu vas sur une seule sortie, tu forces entre guillemets cette sortie-là. T'as pas 3 sorties différentes, t'en as qu'une seule, donc les chemins se rejoignent au même endroit.
T'as pas 3 chemins différents. C'est vrai que dans les sorties multiples, tu as souvent l'idée que la fin est différente, au sens où, alors on va prendre un cas concret qui ne correspond à aucun tour, mais en gros, tu as le choix entre sortir un 2 de cœur, un 9 de pique ou un 7 de trèfle. Et en gros, c'est 3 sorties très différentes en fonction de ce que la personne fait. Là, dans les faits, il y a toujours qu'une seule clé qui ouvre le cadenas. Mais Ouais. c'est là où je pense que la sortie, c'est pas le bon mot, puisqu'en fait, c'est pas la sortie qui est différente, c'est la méthode pour arriver à cette sortie. Et la méthode pour arriver à cette sortie, c'est finalement la sortie en elle-même. Enfin, c'est dans les faits, c'est 3 façons différentes d'arriver à une prédiction. Parce que finalement, c'est exactement, si tu remettais ça à un niveau plus méta, quand tu as 3 cartes, le 2 de carreau, enfin le 2 de cœur, le 7 de trèfle, le valet de pique, c'est une prédiction. Il y a une prédiction qui, à la fin, est arrivée par 3 chemins différents. Méthodologiquement, pour moi, ça reste plus un multiple out qu'un forçage, parce que pour le coup, c'est pas un forçage. Après, c'est effectivement très loin du multiple out qu'on a l'habitude de voir. Ouais, en fait, c'est un hybride parce que on pourrait aussi le considérer en quelque sorte comme un forçage parce qu'il y a une équivoque indirecte. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on peut trouver dans le livre Iceberg de Gabriel Verlaine, on va revenir dessus, mais finalement, tu fais emprunter un chemin et en fait, tu sculptes ce chemin vers la sortie qui t'intéresse en fait. C'est ça le truc. Et en fait, c'en est une belle illustration parce que dans les faits, c'est ça. En fait, il a sculpté des chemins différents qui permettent d'arriver à la même finalité. Mais donc tu forces la sortie. Oui, quelque part, ouais, quelque part. Ouais, c'est vrai, tu forces la sortie, tu forces le fait d'arriver à ça. Forçage en grande théorie, c'est pas la forçage avec un sac à force et haute, mais là, voilà, tu fais le chemin pour aller sur une seule chose. C'est peut-être pour ça qu'il en parle différemment. C'est David qui s'appelle de Magic Orthodoxy, je sais plus son nom de Ouais, c'est famille. ça. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de David en magie. Il va falloir y remédier. Il y a un peu trop de David. C'est le top, hein. David Copperfield, David Stone, David Blaine, voilà. Je me suis pas mis dedans. Ah, c'est gentil. Tu es modeste. J'allais le mettre, tu m'as coupé l'herbe sur le pied, j'allais le mettre. Il manquait le David Ethan. Il y a quoi, David Acer aussi. David Ross. David Ross, ouais, non mais la classe, hein. Ouais, il y a du David. Hein. Bah ouais, mais des fois, il y a des loupés. Alors oui, il n'y a pas de change, mais non, ça va pas se dérouler tout à fait de la même manière à chaque fois. Pour être clair pour les auditeurs, disons que dans la mécanique, quand le bon choix arrive à la première ou à la troisième, l'idée est quelque part la même. Et pour la deuxième, là, on est sur une sortie différente. Et tu sais à quoi ça me fait penser en fait? Ça me fait penser à The Gamble, où tu as les 4 jetons. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire par là. Quand tu sors le premier jeton ou le quatrième, tu as 2 sorties qui sont dans l'idée identiques. Et sur le troisième et quatrième, là aussi, tu as une idée identique. Pour le spectateur, c'est une chance sur 3. Moi, ça me paraît un peu faible. Mais j'aime bien le twist qui fait qu'à la fin, il n'y a pas de dents sur les clés. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de choisir celle-ci. Pour dire un mot sur le matériel, on a 3 clés. Donc, une qui va ouvrir le cadenas et 2 qui ne vont pas l'ouvrir. On a le fameux cadenas, évidemment, et on a 2 porte-clés. Pour des raisons que je ne peux pas expliquer, mais il y a 2 porte-clés. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as compris la méthode, parce que lorsque tu es magicien, que tu vas en boutique, on te propose une démonstration. Moi, évidemment, je savais qu'il n'y avait pas de dents. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais vu une sortie en vidéo parce qu'on te montre la meilleure sortie qui est la première. Alors ça, on peut aussi discuter des pubs mensongères. Moi, j'ai essayé de piéger le magicien et j'ai fait exprès de donner une clé sans dents. T'es méchant aussi. T'es quelqu'un de... Hein, t'es pas un gentil, toi. Ouais, mais je voulais savoir le truc. La deuxième, pareil, et c'est là où j'ai découvert que la troisième sortie, c'était identique à la première. Et après, il m'a expliqué celle du milieu. Et ça revient au premier article dont tu parlais, parce que en fait, j'ai aimé le tour parce que je me suis fait avoir par quelque chose d'extrêmement simple, au final. Donc, chapeau. Je pense que l'impact sur les spectateurs, il est très bon, donc rien à redire. En revanche, c'est quand même quelque chose qui coûte 65 €. Et je peux te dire qu'il suffit d'aller au magasin de bricolage, de t'acheter un cadenas avec sa clé qui va bien, et puis d'acheter des clés sans dents et des porte-clés.
c'est pas très difficile et ça coûte pas très cher. Bah oui, mais tout à l'heure, tu avais 12 cartes pour 30 €. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Ouais, non, mais c'est ça le débat, en fait. Un cadenas comme voilà, un cadenas, ça coûte 5 € et quelques. Mm. Sur le cadenas, mais voilà. J'ai pas de souci avec la méthode en elle-même. Bon, j'ai plus un souci avec le fait que je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour sortir un choix parmi trois, quoi. Un stab à 3 sorties, t'as une chance sur 3 de te planter la main sur un clou. Ouais, mais là, je joue plus, moi, je joue plus. J'ai jamais de chance. Alors. Et c'est de qui? C'est de Adam Dadswell. Je suis partagé sur cet article. Outre la petite polémique sur est-ce que c'est un multiple out, est-ce que c'est un forçage, voilà, donc le débat est ouvert. Si vous voulez nous envoyer vos idées en commentaire, vous êtes les bienvenus. Mais au-delà de ça, le fait est que le matériel est très simple. Alors l'impact est bon, il n'y a pas de souci. Je pense quand même qu'il y a un problème au niveau du prix parce que 65 €, parfois 70, c'est pas anodin. On peut faire beaucoup de choses, par exemple acheter le livre de David pour moins cher que ça et puis avoir plein d'idées, un petit coup de promo en même temps. 60 €, 33 tours. Voilà. Ouais, j'ai dit que pour le prochain, je ferai un 45 tours le prochain coup. On n'était pas aperçu, c'est Franz qui un jour m'a dit tu te rends compte qu'il y a 33 tours dedans. Je dis bah écoute, je ferai un 45 tours le prochain coup. Puis alors après, si tu veux aller plus loin, bonne chance pour le 78. Hein. Je sais même pas si tout le monde a connu les 78 tours. Moi pas déjà, donc tu vois. Moi, pas. Moi j'ai déjà joué avec parce que mon père avait récupéré un vieux, comment on appelait ça, un vieux tourne-disque, je sais plus le nom. Enfin voilà, il y en avait certains avec un gros pavillon. Ah oui, bah oui. Un gramophone. Un gramophone, voilà. Et donc, il y avait quelques disques 78 tours avec. Donc, oui, je me suis amusé avec des vieux 78 tours quand j'étais jeune, mais voilà. C'était une antiquité. Voilà, bon après, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Si vraiment ça vous passionne, achetez-le. Si vous avez un doute, bah, abstenez-vous. Et peut-être qu'en essayant de réfléchir, vous pourrez remonter, je pense, assez facilement la méthode et vous le fabriquer vous-même. C'est pas sympa pour le créateur, mais bon. Après, si tu fais marcher tes neurones, t'as le droit d'aboutir à une solution. Et même si c'est pas la sienne et qu'elle marche, c'est tant mieux. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ah, mais moi, je fais de la veille technologique. C'est-à-dire, en gros, je regarde tout ce qui sort. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ouais, je regarde tout ce qui sort. Après, ça veut pas dire que je vais le recréer, mais des fois, en fait, ça me fait partir sur des idées autres. Dernier tour qui t'a inspiré, ou le dernier élément que t'as trouvé, qui est sorti, et qui t'a fait disjoncter, c'est quoi? Alors, un truc qui remonte un petit peu, j'avais vu à Poitiers, c'est le Tetracube ou Gicacube. Le cube qui est mélangé, tu le balances en l'air et hop, il est fait automatiquement. Le cube, il y a des espèces de charnières, on va dire, et en fait, quand tu le lances en l'air, le cube il s'ouvre, hop, il se referme. Ok. C'est quand tu vois le mécanisme, c'est un truc de dingue. C'est Tétracube de Maxime Durocher, ouais. Mais la mécanique de ce truc, tu le vois, tu fais waouh, punaise. Ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre dernièrement? Je sais plus. Ça, c'est vraiment c'est le mécanisme en fait moi, qui va m'éclater. Ouais. C'est Bien sûr, ouais. Congrès au Touquet, qu'est-ce qu'il y avait de bien? Bah, j'ai rien acheté, hein. Voilà. Ça, c'est... Et alors récemment, tu m'as dit justement à propos des conférences, Mmh. tu m'as dit, moi, mes conférences, c'est pas un dealer show, c'est plutôt un atelier construction, quoi. Ah bah moi en conférence, je vous explique tout. Le mec il prend des notes, il les fabrique chez lui. Et la seule chose que je vais avoir à vendre, c'est le bouquin, puis il me reste quelques pompons bics s'il y en a qu'en vol. Mais voilà, j'ai rien d'autre à vendre, moi. Les conférences, pour être honnête, hein, je te le dis, je vais à des conférences, généralement c'est pour faire signer mes bouquins. Pas fait de bouquin, tu vas pas. Exactement. Le mentalisme, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Parce que là, tu nous as présenté hors enregistrement un de tes tours avec une feuille, et c'est clairement du mentalisme. Tu peux me rappeler le nom de ce tour? Parce qu'il figure dans ton dernier livre. Hein. Ouais, 31-21. C'est du mentalisme. Et voilà, j'aurais voulu avoir ton opinion sur le mentalisme. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Alors, actuellement? ça m'intéresse, honnêtement, c'est entre guillemets un hasard. C'est-à-dire que c'est pas. Je cherche pas un effet en me disant je veux faire un truc de mentalisme. Et actuellement, j'ai des tours qui peuvent se rapprocher, enfin qui peuvent être accrochés à du mentalisme. Après, ça reste des étanneries, donc c'est toujours dans mon style, avec, on va dire, mon décalage par rapport à d'autres. Après, j'aime en voir, mais faut que ce soit des choses simples. J'aime pas trop les choses très compliquées, on va dire, les choses où il y a une grosse ambiance. J'ai Max Maven, comme tout le monde, mais voilà, le regard perçant, j'ai des super pouvoirs.
voilà, je préfère à la limite le style de Gabriel Verlaine où il est habillé avec une veste, une chemise et puis un jean et il vous fait des trucs avec des objets du quotidien et vous y comprenez rien du tout. Moi, c'est plus ce style-là actuellement qui me plaît. Je cherche pas en fait moi un tour en me disant tiens, faut que je trouve un tour de mentalisme. C'est-à-dire, je vais avoir une idée, ok, c'est du mentalisme, ok, c'est un tour de cartes, c'est un tour de cartes, entre je crée pour créer, on va dire en fait, voilà, pour me faire plaisir. Je montre ça à mes sparring partners, Maurice Douda et Jonathan Barragan, pour savoir ce qu'ils en pensent. Après, j'étends, puisque j'ai un deuxième niveau de sparring partners. J'ai un groupe Facebook caché. Voilà. Donc, j'ai le retour des copains qui me disent ce qu'ils en pensent, qui vont me dire, bah, ça c'est bien, mais il faut que tu changes ça, etc., etc. Mais je cherche pas du mentalisme pour du mentalisme, en fait. Ouais. Là, le tour que je vous ai fait voir, 31-21, c'est, on peut le dire, en fait, c'est une feuille imprimée recto verso avec 186 noms de personnalités françaises. Et en fait, c'est en entendant la liste des 100 Français du journal du dimanche, je ne sais plus quel, une fois par an, ils publient une liste. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire un tour en partant de ça, et c'est devenu de fil en aiguille. J'avais même pas la méthode au départ, c'était plus le thème qui m'a interpellé. Mais justement, puisqu'on parle de mentalisme et que tu as cité Gabriel Verlaine, je voudrais me diriger vers la dernière partie de notre émission, notamment cette fameuse conférence Penguin dont tout le monde parle. Juste quelques petites infos. Donc, effectivement, elle est sortie le 13 janvier 2025. On la trouve sur le site de Penguin à $39,95. De l'argent bien investi, vous pouvez y aller. Et il faut savoir que ça dure à peu près 3 heures. Belle durée. Ouais, belle durée. Je l'ai déjà regardé 2 fois. Donc, j'ai déjà eu 6 heures. Et il faut savoir que 2 mois après sa sortie, elle est encore 16e du top des ventes de chez Penguin Live. Et qu'elle est 6e dans le top 10 des tours qui coûtent entre $30 et $50. 2 mois après. C'est un beau résultat. Ouais. 5 étoiles avec 54 reviews. C'est unanime, c'est clairement unanime. J'ai vu Gabriel pour la première fois quand j'ai fait un peu mon retour entre guillemets en loose day au congrès de Poitiers, où il était au gala de close-up, où déjà je me suis dit oula, où il m'a bien cloué. On s'est croisés au dernier congrès du Touquet, on est devenus potes. Mais voilà, sa conférence c'est très clair. C'est en anglais, oui, mais franchement, c'est très compréhensible. Les effets, vous voyez l'effet, c'est le premier effet qui se coule. Vous voyez l'explication, c'est le deuxième effet qui se coule. Et quand vous le faites à vous-même, vous avez le troisième effet qui se coule. Hein. Il y a des trucs, vous dites, non mais attends, c'est pas possible, comment il fait? Vous avez l'explication, vous faites, waouh! Et vous le testez sur vous-même, vous faites, oh la vache! Donc non, c'est très bien, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est une valeur sûre, en tout cas, vous ne regretterez pas votre argent, il y aura au moins un effet qui va vous plaire, au moins, même rien que d'un point de vue culturel, découvrir sa façon de voir les choses. C'est très clair, c'est très limpide, franchement, pour moi, c'est un must-have comme celle de Gaëtan Bloom, Penguin Live de Gaëtan Bloom, on est obligé de l'avoir. En tout cas pour moi, celui de Mathieu Biche aussi, voilà. Mais bon, après ça, c'est mes goûts personnels. J'ai lu dans pas mal de forums, de choses comme ça, que les gens, ils n'ont pas forcément bien appréhendé les possibilités du green neck. Et que lorsqu'ils ont vu cette conférence, là, pouf, éclair de génie, ah, je comprends. Je n'ai aucun livre de Gabriel. Ouais. Puisque en fait tout ça est sorti. Ah bah t'es radin comme a dit Julien L, ouais. C'est pour ça. Non, j'attends que Gabriel me les offre. non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, Gabriel a sorti ses livres au moment, enfin avant que je dirais que je revienne aux affaires, au moment où je suis revenu aux affaires, on va dire. Et j'avoue que spontanément, un bouquin de mentalisme, c'était pas ça qui m'inspirait. Par contre, le fait de s'être croisé, je me suis jeté sur la conférence Penguin Live pour vraiment découvrir un peu plus les choses. Et là, j'ai adoré. Il faut savoir qu'au Touquet, on a passé beaucoup de temps ensemble. Il m'a fait des tours, ce que je disais tout à l'heure, il m'a fait des tours, je n'ai rien compris. Avec de l'équivoque, avec ceci, avec cela. Même quand il t'explique après, tu te dis ah punaise, mais tu l'as pas senti. Enfin voilà, tu ne sens pas l'équivoque. Non, franchement, et effectivement, je l'ai lu ça également, que des gens avaient eu du mal par rapport au livre à se rendre compte de certaines choses et que ça leur a paru totalement évident quand ils ont vu la conférence Penguin Live. C'est la question que je me pose, mais d'où vient ce décalage ? Est-ce que c'est pas bien écrit ? Est-ce que c'est nous, en tant que lecteurs, qui n'avons pas compris le potentiel ? J'ai pas lu le livre, à la limite, il faudrait que
effectivement, je lise les livres. Après, la conférence est très didactique, c'est-à-dire il y a par exemple, il y a un tour de cartes où il va avoir un support où il y a des numéros qui va permettre de suivre l'évolution, on va dire, des cartes sur la table. Sa conférence est très didactique là-dessus. Il a pas mal de supports papier imprimés qui se sert après pour les explications, pour vraiment qu'on visualise bien les choses. Peut-être aussi le côté, enfin, de le voir en live, de le voir comment lui il l'appréhende, comment l'emballage qu'il en fait. C'est peut-être ça qui manquait dans le livre. Mhm. Je n'ai pas lu les livres, donc en tout cas, moi ça m'a paru limpide au niveau de la conférence. C'est pas que c'était pas limpide dans les livres, les explications sont claires, mais le potentiel c'est pas dégagé. Enfin, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Vincent. J'ai lu les 3 livres qu'il a sortis, donc le Green Neck, le Green Neck 2 et puis l'Iceberg. Je suis d'ailleurs en train de relire le Green Neck 2 en ce moment. Je lis tous les matins avant de bosser au bureau, et donc c'est mon livre de bureau en ce moment. Une des explications qui peut expliquer que les gens soient passés à côté, c'est que si tu lis tout le livre, à la fin, tu as l'impression que tout se ressemble, et donc Mhm. tu peux te dire finalement, bof. Et en fait, quand tu prends Ouais. un élément du livre, et souvent il y a des éléments qui sont plus forts que d'autres dans le livre. Après, c'est normal, il y a des variations, il y a on va dire des environnements différents. Finalement, quand tu le prends, il est quand même très très fort. Et je trouve que le livre, pour le coup, est très bien expliqué. Mais en fait, c'est l'effet d'accumulation. Et c'est vrai que peut-être ce qu'on peut reprocher à un livre comme ça, c'est que prendre un principe et lui donner 20 habillages différents, ça peut à la fin te faire dire ouais, bof. Tu vois, parce que tu sais Mhm. très bien que tu feras jamais ces 20 habillages-là d'affilée. Tu vois, tu peux pas enchaîner ces tours-là. C'est le même principe, c'est la même méthodologie, et donc ça se verrait trop au bout d'un moment. Et c'est peut-être la force de sa conférence, c'est qu'il a sorti un effet qu'il a mis fortement en avant, qui utilise ce principe-là, et du coup tout de suite ça devient flagrant. Cet effet est fort. Le premier tour de la conférence, c'est scotché, hein. C'est lequel? C'est avec celui avec 10 cartes, je sais plus comment il Ouais, c'est s'appelle. No Way. Rien que celui-ci, à la limite, ça vaut le prix de la conf pour moi. Quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire sur le No Way? Il est dans Iceberg, non? Ou pas du Non, tout? il est pas dans ses livres. Il n'a pas été publié avant. Ah, No Way, c'est vraiment c'est le tour de cette conf, à mon avis. Parce que les autres, je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été publiées, quoique pas tout. Mais c'est le truc, et qui est en fait une évolution du Green Neck System. Et du 2 d'ailleurs, du Green Neck System 2. ah, c'est pas là où il dit je pense à une carte et puis tu la prends, tu la reposes et puis tu les mélanges et puis à la fin il dit c'est celle-là. Voilà, en gros, oui. Il y a 10 cartes, il y a 10 cartes de posées sur la table. Le spectateur les retourne de mémoire, Mm. il en retourne une, il en retourne une deuxième, il les inverse. Et en gros, après, du spectateur, bah, vous inversez toutes les cartes 2 à 2, clac, 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 clac. C'est bon, ok, je me retourne. Mm. Et il dit, bon, bah, la carte qui vous a servi de témoin, qui est témoin de tout ça, c'est celle-là, ok, bon, bah, j'élimine ça, 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 il en reste une, ça, c'est votre carte, pour terminer. Voilà, là, le premier, ça fait mal. Et l'explication est très didactique. Ce que je disais, c'est dans ce tour-là il a un support papier qu'il met après sur le tapis où il y a des numéros pour les emplacements de cartes qui permettent de bien comprendre le cheminement et tout. Donc il y a ça aussi, c'est que c'est très didactique. C'est peut-être plus facile. J'ai pas lu les livres, mais c'est peut-être plus facile de le voir en live, en vidéo, avec le support que Gabriel apporte par rapport au livre, peut-être. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Ça aide, hein. Dans les livres, comme c'est de la description, il faut parfois se mettre en condition de suivre au fur et à mesure que tu lis, de refaire les éléments. Donc c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant pour les gens, mais je trouve quand même que ces descriptions sont vraiment top. Moi, je le lis et je le relis, et à chaque fois je me dis c'est quand même sacrément bien expliqué, tout est toujours très clair, il y a toujours une progressivité aussi avec une démonstration que tu te fais à toi-même. C'est d'ailleurs un des trucs qui est bluffant dans le Green Neck, hein, c'est que le livre s'ouvre sur tu vas te bluffer toi-même et tu ne comprends pas que tu es en train de te faire ton propre tour de magie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, il monte en puissance progressivement. Donc le livre est pas à remettre en cause. Je pense vraiment que c'est l'effet d'accumulation qui peut créer ce côté, tu passes à côté parce que tu en as trop lu en fait. Tu en as trop entendu. Il faudrait lire un tour, passer à autre chose, t'entraîner sur ce tour et revenir plus tard pour étudier un deuxième, quoi. Ouais, ou faire un choix aussi en fonction de ce qui va, toi, plus Ce qui te t'intéresser. parle, c'est ça. Ce qui te parle, moi j'ai lu un gros chapitre dans Étannerie sur les pompons, puisque j'ai un peu craqué là-dessus pendant un moment, j'en ai fait dans tous les sens avec, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi, il y en a certains qui vont dire, bah oui, celui-ci, c'est un qui me plaît, j'en fais un avec une raquette de tennis. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment qui va se le fabriquer. Mais par Oui. contre, ça va pouvoir plaire à quelqu'un.
Et oui. Voilà, j'en fais avec une poupée. Voilà, la poupée elle est démembrée, il y a les membres qui partent. Ça peut servir à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui m'a demandé de lui en fabriquer une. Voilà, l'accumulation fait que chacun a aussi pioché peut-être en fonction de ce qui va lui plaire, en fonction du thème ou ça peut être aussi ça aussi. Après, c'est vrai que celui qui regarde tout le chapitre des pompons, il va se dire bon, ok, c'est que des pompons son truc. Ok, c'est toujours le même principe. Bon, après, j'ai quelques trucs qui n'ont jamais été faits, mais voilà, ça peut quelqu'un peut se dire bon bah voilà, il est sympa, mais dans son chapitre, il y a 20 pompons ou 25 pompons différents. Bon, ok. Je sais que pour Gabriel, il est passé à la boutique du Petit Magicien où il a donné une conférence et ils ont eu la bonne idée de rendre public les démonstrations et de le voir présenter des tours qui semblaient simples. Il avait présenté un tour avec des allumettes et puis je sais plus lequel. Et j'ai dit ah ouais. Et du coup, j'ai commandé son bouquin à double tour, c'est ça, hein. Oui. C'est un petit livret où il doit y avoir C'est des 3 tours. notes de conférence, je crois, il me Ouais. semble de mémoire. C'était des notes de conférence d'un congrès ou quelque chose. Je l'ai pas récupéré parce qu'il est toujours en France, donc il faudrait que j'aille le récupérer un de ces quatre. De l'avoir vu, ça m'a donné envie d'acheter le bouquin. Et sinon, de cette conférence, il y a un autre tour marquant. Moi, c'est la totalité. Franchement, le premier tout de suite, on est cloué. Et par la suite, moi, les autres m'ont beaucoup plu également. Après, je fais pas de prestations, donc moi, c'est pour ma culture personnelle. J'ai pris plaisir à la regarder une fois, je me la suis regardée une deuxième fois, donc j'ai quand même fait 6 heures de Gabriel Verlaine, pour le plaisir de l'explication. C'est comme, je dirais, celle de Gaëtan, je l'ai regardé je sais pas combien de fois, son live, son Penguin Live. Celui de Mathieu Biche aussi. Enfin, voilà, il y a des choses bizarres aussi que j'aime beaucoup. Magicien américain, qui est Ouais. bien un peu dans mon délire, on va dire, d'utiliser les objets de la vie courante avec beaucoup de bricolage. Il y a des choses comme ça que je dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Oh, bah tiens, je vais me la refaire, et je regarde des conférences que j'ai déjà vues parce que je sais que je vais prendre plaisir à la revoir. Une question sur l'Ultimate Free Will. Mhm. Est-ce que c'est complètement nouveau? Parce qu'il n'avait pas un Free Will dans son iceberg? Oui, là, c'est une version, je crois, améliorée. Moi, il me l'a fait au Touquet très tard, très tôt, je sais plus à quelle heure il était. Ça dépend de quelle sauce on le regarde. Bah, après, l'avantage peut-être de ça, c'est justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est de sortir un tour du livre. Il avait sorti ses héritages, si je me trompe pas, avec Oui. Oui, avec les cartes, là. avec Je- les Les cartes. cartes, ouais. Il y a le petit livret, donc à la limite, des fois, ça peut servir justement de dire j'en sors un, d'avoir l'effet de dire ok, celui-ci me plaît, je prends celui-ci. C'est peut-être parfois le piège. C'est que, par exemple, les Devil's Cup, Mhm. qui, j'imagine, reposent sur le système du Green Neck, Pas tout à fait. Il y a des choses en plus, voilà. Ouais. quand tu lis les bouquins et puis qu'après il y a des produits qui sortent et qui ressemblent étrangement aux bouquins, dans mon cas, Héritage par exemple, bah, si c'est juste pour acheter la carte et les explications que j'ai déjà dans le bouquin, je vais pas l'acheter. Mais a priori, il y a un petit peu plus. Là, pour le Davis Cup, tu es obligé de l'acheter. L'absolute free will, il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport au bouquin? C'est vrai, c'est du clé en main. Je pense que c'est plus du clé en main. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux avoir une routine on va prendre mon cas, moi, il y a 33 tours dans mon bouquin. Entre guillemets, ça se trouve, il y a une pépite qui est noyée dedans, et puis quelqu'un va passer complètement à côté. Et si je l'avais commercialisé uniquement en disant, voilà, je sors 31-21, je le fais imprimer, la liste des célébrités, je le fais imprimer sur du papier indéchirable, je sais plus le nom, là, à chaque fois je Ouais, cherche. Tivek. Tivek. Voilà. Et je le sors, je le vends à 20 euros. Les gens vont dire ouais super, en plus c'est inusable, je l'ai dans la poche, etc., etc. Alors qu'il est dans le livre et que le lien est sur le site de CC Éditions pour télécharger le PDF et se l'imprimer soi-même. Et ça se trouve, ce tour-là serait plus connu si je l'avais sorti comme ça, plutôt que parmi les 33 chapitres du livre. C'est le risque d'avoir C'est le risque. à disposition, c'est sûr. Mais pour Davis Cup, c'est à part. T'es obligé de l'acheter. Ça ne marche pas sur le du Green Neck, ouais, uniquement. Mais parfois, ça peut engendrer de la confusion et tu sais plus, ok, alors, mais qu'est-ce que j'achète? J'achète le matériel, c'est du matériel qui est vendu pour ceux qui n'ont pas le livre. Si j'ai le livre, voilà, parfois c'est pas très clair dans la communication et tu hésites et tu peux passer à côté de bonnes choses. T'as aussi des gens qui veulent le clé en main, qui veulent pas s'embêter entre guillemets, à lire tout un livre et juste avoir un tour, et ce tour-là il me plaît, j'achète ce tour-là. C'est sûr que quand tu achètes un tour 30 balles et que tu achètes un livre 60 et que tu as 20 tours, c'est plus tout à fait la même chose, quoi. Économiquement parlant, c'est plus pareil. Économiquement parlant, mais t'as des gens qui veulent avoir du clé en main et qui vont dire ok, bah j'ai vu ce tour-là me plaît, Absolute Free Will, ok, c'est fabuleux, ok, le livre, non c'est bon, je vais pas tout lire, c'est trop à lire ou j'aime pas lire. Il y en a aussi qui veulent pas, hein. Il y en a qui veulent un truc tout fait, boum, il y a les explications, ok, ça tient dans mon portefeuille, youpi, super. Bah, acheter un livre, enfin je le lis, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je sais pas lire. 3 heures, combien de routines expliquées? C'est de mémoire, je dirais une dizaine à peu près.
Il y en a au moins 9 qui sont cités dans la fiche produit, mais je pense qu'il y en a peut-être un peu plus. Et en plus de ces 9 routines, il parle de son concept du principe de Schrödinger, qui est au centre de son livre Iceberg, qui est pour moi une très 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 belle évolution de l'équivoque. Le chat de Gabriel. Mon avis est honnête sur la conférence. Après, honnêtement, oui, c'est quelqu'un avec qui j'ai tout de suite accroché. On a eu l'occasion de passer du temps ensemble au congrès du Touquet. On a bien accroché. On s'est revu ce week-end. On est très content de se voir, de passer du temps. Voilà, il y a des gens, dès la première rencontre, accroche, comme avec Michel Huot. Michel Huot, pour la petite histoire, en 2006, j'ai fait ma première conférence au congrès d'Arcachon. Et Michel Huot, c'était la première fois qu'il venait en France également. Et donc on s'est retrouvés au congrès d'Arcachon, et bon, bah, lui c'était la première conf en France, moi ma première conférence, donc je sais pas, les choses ont fait que on a tout de suite accroché. On s'est suivi un peu de loin, puisque lui il est au Québec. Et lors du congrès de Poitiers en 2022, conférence de Michel Huot, donc moi j'avais la conférence de Michel, j'étais au milieu de tout le monde. Et à un moment, il dit, voilà, et puis bah, vous m'avez peut-être vu en 2006 à Arcachon, voilà. Et moi je lui hoche la tête, je fais oui, et là il fixe tout le monde, il fait, bah t'es là. Il m'a reconnu au milieu de tout le monde, alors qu'on s'était pas vu depuis longtemps. Et donc, je suis allé le voir à la fin de la conf, et entre guillemets, c'est reparti comme en 14, et on travaille ensemble à distance. Il a fait la préface des tanneries du dernier livre. Mais en même temps, te reconnaître au milieu de la foule quand t'es déguisé en femme, c'est un peu Non, simple aussi. non, là, j'ai été en civil, j'avais pris 10 ans de plus. Je pense que j'ai un peu changé physiquement, mais voilà, en fait, il s'est arrêté en regardant la foule en me disant, bah, t'es là. Bon, ok. J'étais surpris qu'ils me reconnaissent. Mais et donc, on est reparti à s'envoyer régulièrement des vidéos, des choses. Comme dit dans la conférence, dans la préface du livre, je l'énerve énormément parce que il va me donner un os à ronger, et je vais le ronger en 2 secondes et lui envoyer plusieurs os en retour. Mais voilà, puis on est aussi un peu dans le même, je dirais, délire d'utiliser des choses de la vie courante, puis dans des trucs un peu fun. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre, et puis bah, on croche tout de suite. Michel, ça a été le cas. Gabriel, on a tout de suite croché aussi. Donc bon, c'est bien. Pourtant, on a des domaines différents. Mais ce qui est assez marrant aussi avec Gabriel, c'est que il a une présentation, je dirais, un peu classe. Il est toujours en chemise, veste, voilà. Mais il est très accessible, très sympa. Et par contre, je lui ai fait voir quelque chose de nouveau ce week-end. Il cherchait, il cherchait, il cherchait. Et au moment où je lui ai expliqué, alors là, c'est un gosse. Les yeux écartés, le sourire jusque-là. Voilà. Il reste encore épaté à une de mes bêtises, on va dire, de mes étonneries. Et voilà, c'est marrant de voir le mec un peu classe et tout. Là, tu lui fais voir un truc, là, il s'illumine et il dit, c'est pas possible. Donc, mais en tout cas, là, vraiment la conférence Penguin Live de Gabriel, comme celle de Gaëtan, comme celle de Mathieu Biche, celle de Bizarro, c'est des choses pour moi qui sont incontournables, en tout cas dans mon cas. Mais celle de Gabriel pour du mentalisme, et même sans être mentaliste, mais voilà, pour avoir quelques tours dans ce style-là, sans être un pur mentaliste, à mon avis, il y a des choses à en tirer. Et c'est vraiment très bien expliqué, c'est clair, c'est en anglais, mais ça se comprend très facilement, franchement. De toute façon, vu, voilà, je dirais, entre guillemets, les ventes, pour que 2 mois après, ils soient encore 16e dans le top 20 des ventes de chez Penguin. Oui. Ouais, c'est un signe. C'est un Mais signe, clairement, c'est que voilà, ça On s'est voit les vendu. retours positifs, hein, de toute façon. 54 reviews, 5 étoiles. Bon, je suis pas persuadé, j'ai pas regardé d'autres, mais je suis pas persuadé que d'autres, dont le fameux CT, a autant d'étoiles sur son alors Penguin Live. le CT, il est à, je crois, 2,5 de moyenne sur son Penguin Live. Hein. Donc il est très loin. Hein. Vraiment, Bah voilà, Et je crois qu'ils ont tous mis en cause un fameux tour avec une canette. Je sais pas pourquoi. J'avoue qu'à un moment, ça m'a traversé l'esprit de mettre dans les commentaires, genre, merci d'avoir massacré ma création, un truc comme ça. Bon, je l'ai pas fait, j'ai dit, bon, allez, laisse tomber, laisse courir. De toute façon, entre guillemets, moi, je suis qu'une particule planquée en France, entre guillemets, voilà. Alors, une information importante pour les auditeurs, parce que moi, j'ai jamais acheté de téléchargement. Voilà, je le confesse. Je guette encore les rares DVD qui existent pour compléter ma collection. Et téléchargement, c'est quelque chose c'est pas trop mon truc, mais je crois que je vais franchir le pas parce que je ne voudrais pas être le seul idiot à pas connaître cette conférence. Mais le point qui me chagrinait et auquel tu as répondu, c'est que autant certaines conférences, elles sont visionnables sur le site, autant celle-là, on peut la télécharger, elle est chez vous et vous la regardez sur le support que vous voulez par la suite. Voilà. Donc ça, c'est un point
pour les auditeurs qui n'auraient jamais acheté ça. Penguin Live sont téléchargeables, elles restent accessibles sur votre compte si vous changez d'ordi. Non, elles sont téléchargeables et on peut les regarder dans de bonnes conditions sur un grand écran, il n'y a aucun problème. Ça, c'est très appréciable. C'est vraiment des conférences de qualité et je trouve que la diffusion est plutôt bonne. Enfin, c'est pas la première fois. Je l'ai pas vu encore, celle de Gabriel, mais j'en ai vu j'ai oublié beaucoup. la conférence de Michel Huot aussi qu'il faut voir. Oui, très bonne conférence. Michel Huot. Et puis il y a aussi celle de, je suis en train de chercher son nom, un Québécois également, avec des lunettes, qui avait sorti de DVD, Mindstone ou je sais pas quoi, couleur jaune. Ça me parle pas. Qu'on voit plus beaucoup actuellement, qui est aussi un peu décalé, qui a un tour entre autres avec des cartes et il faut balancer des fléchettes dessus, enfin voilà, des choses qui me plaisent, je sais plus. Mais voilà, donc non, mais il y a des pépites sur ce site. Après, bon, en fonction de ce qu'on aime. Hein. Là, ils étaient un peu calmés parce qu'à un moment, ils en faisaient énormément. Oui, c'est vrai qu'ils en font moins qu'avant. Ils en font moins qu'avavant parce qu'il y a une période, c'est limite, ils en faisaient une par semaine. Il y a un moment où ça a été un peu difficile. Bon, par contre, au niveau des conditions, c'est très bien filmé. Gabriel m'a parlé des conditions. C'est vrai que ils ont le studio qui est prêt, les caméras sont déjà, enfin voilà, c'est une usine leur truc, hein. C'est pas filmé à l'arrache, c'est très professionnel. Hein. Et donc il y a un spectacle par du temps la veille avec des gens de la ville qui viennent voir le spectacle et le lendemain il y a les explications. Tourné en 2 jours. Ça me rappelle un peu la grande époque de LL Publishing, tu te souviens? Mais elle était toujours les mêmes spectateurs, LLM Publishing. Il y en avait certains qu'on connaissait. Oui, c'est vrai. Il y avait on les connaissait par cœur. Il y avait, je sais plus comment il s'appelait, le Black. Donc il y avait. Je sais plus les noms, mais puis il y avait la jeune fille un peu avec ses lunettes et ses cheveux longs raides, là, je me souviens. Toujours les mêmes. Que là, eux, ça change parce que voilà, c'est ouvert au public le spectacle et je crois que même les gens payent pour venir voir le spectacle. Voilà. Non, c'est voilà, Penguin Live, en tout cas, quand il y a un magicien qui vous intéresse ou un domaine qui vous intéresse, ça reste une valeur sûre. Hein. Toujours des bons moments. Je sais que j'ai très rarement regretté, en tout cas ceux que j'ai achetés, de les avoir achetés parce que c'est toujours très bien produit et il y a toujours quelque chose à récupérer. Enfin, voilà, c'est divertissant. Il y a du show, il y a de l'explication. Enfin, il y a un peu tout. Il y a de l'interview. C'est vraiment bien. Mais on va revenir sur un certain Julien L. Je dois bien t'avouer, c'est une connerie, il a jamais dit ça. Ah bon, il aurait pu dire. C'était juste pour te faire marcher. Alors là, il aurait été capable de le dire, hein, je le connais bien. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça, c'est son style, je suis sûr que tu marchais. Je vais peut-être de révéler un scoop, mais il me semble bien que monsieur Julien L était programmé pour faire un Penguin Live, mais le Covid est passé par là, il me semble, non ? C'est ça, je sais pas. Il me semble bien une fois qu'il avait, parce qu'à une période, pour les Penguin Live, il faisait des petites caricatures, il y a une espèce de caricature sur la pochette, enfin sur le site. Une fois, il avait, entre guillemets, balancé sa caricature faite pour son Penguin Live qui n'avait pas été fait. Non ? Julien L pourra dire que je me trompe ou pas, mais il me semble avoir ça quelque part dans le coin de ma tête. C'est possible. Ouais, c'est possible. On va l'interroger, on va investiguer. Mais je crois que je me trompe pas. Alors juste honnêtement, moi ça me plairait beaucoup. Voilà. Ah oui, bah, c'est clair. Ouais. Alors la partie show en public est optionnelle. Hein. On accepte ou pas de la faire. Donc moi j'avoue que je ne la ferai pas parce que voilà, j'ai pas au niveau prestation, je pense que j'ai pas le niveau au niveau prestation. Par contre, pouvoir faire les explications dans de bonnes conditions comme ça, je pense que ça pourrait être très sympa. Oui. Si vous contactent, vous leur donnez mon numéro. On n'hésitera pas. D'ailleurs, on le dit, hein, Dan Harlan, si tu nous écoutes. Ce n'est plus Dan Harlan qui s'en occupe. C'est vrai, c'est plus lui qui fait la présentation. Il y a Eric Tate. C'est ça, Eric Tate. Ah, ouais. Le barbu, là. Le barbu. Ouais. C'est Eric Tate maintenant qui le fait. Dan Harlan le faisait avant, mais je crois qu'il le fait plus du tout. Non, ouais, il a arrêté. En parlant de Gaëtan, je voulais juste faire un petit hommage à une émission qu'il avait sur la chaîne Festival de la Magie avec son duo et avec Gérard Suchet. Gérard, ouais. Et ben voilà, donc Gérard Suchet, c'est pas quelqu'un que je connaissais et j'aimais bien le duo qui formait, surtout la deuxième saison où il s'est mis à parler parce que dans la première saison, il jouait un peu les Penn et Teller, il y en a un qui parlait et pas l'autre. Et voilà, donc un petit clin d'œil à Gérard Suchet qui est parti trop tôt. Vive le festival continue parce que Michel Huot était en France là justement pour ça. Puis là, Vive la magie, c'est ça. Ouais. Vive la magie, ça se termine ce week-end si je ne dis pas de bêtises à Angers. Et après, il y a une pause et ça revient en septembre, octobre, novembre, je crois.
avec un plateau de qualité. Donc l'aventure continue. Show must go on. Eh ben, on essaiera de partager le lien d'ailleurs pour parler du festival. Ce sera l'occasion. Alors moi, j'en profite souvent pour parler de mon site toutelamagie.com, mais il est dessus. Hein. Donc, dans la section festival, on peut retrouver. Merci beaucoup, David, pour ta disponibilité, pour toutes ces anecdotes, parce qu'il y en a eu beaucoup. Merci, Olivier, encore pour cette soirée passée en ta compagnie. Comme d'habitude, on a pris énormément de plaisir à vous parler de ce qu'on aime, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime voir, de ce qu'on aime partager avec vous, qui nous écoutez. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à nous laisser une petite note, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une petite note. Laissez-nous des commentaires si vous avez des questions. Partagez ce podcast avec vos amis magiciens qui ne le connaissent pas. C'est ça qui nous aidera à faire connaître le podcast le plus loin possible. Et puis, on vous prépare encore plein de choses. Vous le savez, on aime vous faire des surprises, on aime faire des nouveautés, inviter des gens, partager avec vous tout ce qu'on découvre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-nous des questions. On vous les mettra, en tout cas, on les mettra au programme des prochains épisodes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, vous avez aussi le droit de nous le dire, parce que on aime lire vos contre-propositions. Merci, Olivier. On n'est pas Craig Petit. On n'est pas Craig Petit. Vous pouvez nous critiquer. Et merci, David. Oui, merci Vincent, merci David. Bah écoute, David, je te laisse le mot de la fin. On te laisse le mot de la fin pour nos auditeurs. Bah écoutez, ça a été un plaisir. J'espère que ce que j'aurai raconté vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je suis sur Facebook. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter, ce sera avec grand plaisir. J'adore ça. Donc voilà. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup.